splendide mélodie au piano, hein. Il s'agit du thème principal pour information qu'on peut entendre dès l'écran titre et qui nous sera resservi par la suite, un petit peu remixé selon les situations dans le jeu. En tout cas, le thème est vraiment excellent, mais malheureusement, on va peut-être commencer par un petit bémol dès le début. Désolé mesdames et messieurs, avec c'est que c'est un petit peu le seul thème, hein, véritablement intéressant de tout le jeu, quoi. Mais c'est pas un problème unique à ce Tomb Raider. Moi, c'est une réflexion que je me fais de plus en plus maintenant. C'est-à-dire dans les gros jeux, dans les jeux triple A, les jeux comme ce Tomb Raider, eh ben il y a très peu de thèmes réellement travaillés, réellement intéressants qui vous prend au trip. J'ai l'impression qu'aujourd'hui ça n'existe plus. Ils préfèrent miser sur les bruits d'ambiance, vous voyez, sur les bruitages, sur les trucs. Je dis pas que c'est pas bien, c'est très bien aussi parce que ça permet du coup une immersion, une ambiance vraiment intéressante. Et c'est toujours très réussi. Et je suis pas en train de vous dire que dans ce Tomb Raider, la bande son est pourrie. Loin de là. Loin de là. Mais je vous parle juste des mélodies. Des mélodies. C'est pas la même chose. Et moi j'aimerais bien que dans les critiques qu'on peut lire à droite et à gauche, eh bien, ils nous expliquent bien que quand ils notent la bande son, il faut quand même faire la différence entre une OST, c'est-à-dire les mélodies d'un jeu, les thèmes véritables, hein, et puis tout ce qui est les bruits d'ambiance. C'est pas du tout la même chose, quoi. Et aujourd'hui, à chaque fois que tu as un jeu triple A, il y a toujours une excellente critique au niveau justement de la bande son, alors que généralement t'as que 2 ou 3 mélodies qui se battent à duel en duel dans tout le jeu. Et c'est quelque chose qui m'énerve parce que je ne retrouve plus, comme à l'époque 16 bits, comme à l'époque 32 bits, que quand je finissais un jeu, je me disais oh putain, oh, j'ai vraiment envie de me procurer cette OST parce que j'ai vraiment envie de l'écouter à part. Et bien ça n'existe plus. Aujourd'hui quand je fais un jeu, ben non. Je me dis ok, l'ambiance sonore est tip top si vous avez une bonne installation 5.1 et tout le tout team, ok vous y croyez, c'est génial, mais en termes de mélodie pure et dure, ben non il n'y en a plus. Alors je sais pas comment ça se fait, mais c'est quelque chose moi que je regrette parce que j'aimais bien avant avoir vraiment des mélodies uniques à un jeu et aujourd'hui, ben non, c'est les ambiances sonores qui sont assez similaires finalement entre les jeux je trouve. Enfin bref voilà, je voulais juste passer ce petit coup de gueule. En préambule de ce test, de cette review du fameux reboot de Tomb Raider, sorti donc en mars dernier, hein, début mars 2013, sur 360, PS3, PC, vous le savez, l'un des grands jeux de ce début d'année. Donc par quoi commencer? Je l'ai fini à 100%, la vidéo est en off. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on finit le jeu, bon, on peut continuer à explorer l'île via les voyages rapides qui sont dans les feux de camp, mais il y a quasiment plus d'ennemis, il se passe rien forcément, le jeu est terminé, donc ça n'a pas grand intérêt en fait de vous faire une review à ce moment-là on va dire, parce que à part vous montrer les environnements, je n'aurais pu rien vous montrer d'autres. C'est pas un jeu comme un Gears of War ou comme un Uncharted, tiens, Uncharted, hein, pour reprendre un jeu que beaucoup ont assimilé à ce Tomb Raider et certainement avec raison. C'est-à-dire que dans ces jeux-là, on pouvait, quand on terminait une partie de l'aventure, un chapitre, on pouvait le refaire à loisir. Ce qui permettait de ne pas avoir à chaque fois se retorcher le 2 du début pour revoir certaines séquences. Là, non. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, attention, hein, non. Mais c'est différent. Dans ce Tomb Raider, quand vous faites une séquence, vous ne pourrez jamais la refaire. C'est fini. Si vous voulez la revoir, vous êtes obligé de refaire le jeu du tout début. Ce n'est pas classé en chapitrage, c'est ça que je veux dire. Donc du coup, je vous fais cette review en voix off. J'ai capturé plein de trucs. Je dois avoir au moins 4 heures de rush vidéo dans tous les sens. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais avoir du contenu. Ça, c'est certain. Parce que là, évidemment, j'ai déjà tout capturé. D'ailleurs, la plupart des séquences que vous verrez, que vous voyez actuellement, ce sont pour la plupart, pas toutes, hein, mais pour un certain nombre, des scènes que j'ai capturées sur le vif. C'est-à-dire que je me suis vraiment emmerdé, dans le sens où, quand j'ai fait le jeu, mais j'avais tout mon matos de capture à côté, le logiciel enclenché, et en fait, j'étais toujours prêt
à enclencher la capture, la capture vidéo du jeu. Parce que je savais qu'une fois que ça serait fini, mais je pourrais pas le refaire, à moins de refaire encore une fois le jeu du début, quoi. Et donc voilà, j'étais toujours prêt, donc du coup j'ai enregistré plein de trucs, des trucs en tout genre. Enfin, au moins ce qui est sûr, c'est que vous allez voir du pays, voilà, vous allez voir du contenu, vous allez voir des panoramas magnifiques, vous allez voir les plus belles, je peux vous le dire, les plus belles et les plus spectaculaires séquences de jeu que l'on peut faire dans Tomb Raider, soyons clairs. Du coup, ça va vous spoiler. Pas au niveau de l'histoire, je vais pas vous spoiler le scénario ou les personnages, ou à peine. Mais oui, je vais vous spoiler les environnements. Je vous le dis, je vais vous spoiler un petit peu les environnements. Donc, forcément, si vous l'avez pas encore fait, soyons clairs. L'un des plus gros atouts de ce Tomb Raider, c'est vraiment la découverte. C'est oui, c'est l'exploration de ces différents environnements, des panoramas, explorer le contenu de ce Tomb Raider, ça fait partie vraiment du kiff du jeu, pour moi en tout cas. Donc, dans un certain sens, on peut dire que je vais vous spoiler ce Tomb Raider. Bref, je voulais également dire une chose, je voulais revenir à la fameuse cinématique. C'est-à-dire que lors du direct live, je vous avais donc montré, au début de la vidéo, il y avait une cinématique, c'est-à-dire une vraie cinématique en image de synthèse. Cette cinématique, je vous l'avais déjà montrée, souvenez-vous, c'était en 2011, quand j'avais fait la rétrospective de l'E3 2011, avec la Wii U et compagnie, qui est d'ailleurs disponible sur le site, hein, toujours. Et tout à la fin, il me semble, c'était la dernière vidéo que j'avais montrée, mais c'était déjà cette vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que c'est avec cette vidéo qu'on a vraiment découvert ce Tomb Raider. C'est-à-dire que la première fois qu'il a été annoncé, qu'il a été montré, ils nous ont montré cette scène cinématique. C'était donc à l'E3 2011. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que cette cinématique, elle fait également office d'ouverture dans le jeu final. Elle a à peine été modifiée sur la fin finalement. C'est juste qu'à la fin, on ne voit pas Lara Croft se relever avec la... quand elle se fait un bandage ou je ne sais plus. Là, c'est un petit peu différent. Mais bref, pourquoi je vous dis ça? Parce que là aussi, j'ai un regret, figurez-vous. Quel est mon regret? Vous l'avez peut-être deviné. C'est qu'il n'y en a pas d'autres de cinématiques. C'est que cette cinématique, aussi magnifique soit-elle, eh bien, elle est unique. C'est la seule. Et j'ai une hypothèse sur le pourquoi du comment. J'imagine, je crois savoir, je crois pouvoir deviner ce qui s'est passé. Vous le savez maintenant, Tomb Raider, c'est Square Enix. Square Enix ont racheté Eidos, c'était en 2009 ou en 2010, et donc du coup, eh bien, Square Enix ont les droits sur cette licence. Et heureusement pour nous, ils ont toujours quand même repris Crystal Dynamics pour développer le jeu. Mais c'est Square Enix les patrons, quoi. C'est Square Enix qui font ce qu'ils veulent. Quand on y pense, si on m'avait dit ça, dis donc, il y a encore 10 ans, il y a 15 ans, wow, si on m'avait dit que Tomb Raider, que Lara Croft appartiendrait à Square Enix, je crois que je l'aurais jamais cru. Hein. C'est quand même un truc assez extraordinaire, ça. Enfin, disons qu'à l'époque, c'était impensable de pouvoir imaginer, ne serait-ce qu'une seconde, un truc comme ça. Square Enix, Tomb Raider, le truc complètement qui n'a rien à voir, quoi. Bref, ce n'est pas le sujet. Et oui, et donc cette cinématique, eh bien, c'est la seule. Il n'y en a pas d'autres. Ensuite, toutes les autres, comment dire, moments de narration dans le jeu, eh bien, ça se fera par cutscene. Donc, avec le moteur du jeu, évidemment, ça sera bien moins joli, du coup. Eh bien, ça m'a un petit peu déçu, bien sûr. Et donc, ce que je vous disais, c'est que je crois savoir ce qui s'est passé. Mais oui, Square Enix, ils sont super forts dans l'image de synthèse, on le sait tous. Les Final Fantasy ou leur autre jeu, le point fort de Square Enix, c'est d'avoir un studio en fait qui est dédié entièrement à l'imagerie de synthèse. Donc ce qui s'est passé à mon avis, c'est que Crystal Dynamics, ou alors Square Enix, je sais pas, mais en tout cas, ils se sont mis d'accord pour que Square Enix eux-mêmes fassent cette fameuse séquence d'introduction, donc avec le bateau cargo qui se coupe en deux et Lara Croft qui saute. Après, bref, vous vous en souvenez, une vidéo magnifique, super bien rythmée, hyper jolie, ça a dû coûter beaucoup de pognon. Et donc, c'est évidemment Square Enix qui ont dû faire ça. Et ensuite, Crystal Dynamics, ils ont fait tout le reste. Je pense que ça a dû se passer comme ça. Square Enix ont seulement contribué, outre l'argent certainement, mais on va dire contribué physiquement, via cette fameuse cinématique qu'ils ont dû réaliser pour le compte de Crystal Dynamics. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y en ait pas d'autres.
Voilà, même pas pour la fin, même pas pour le ending. Ils auraient pas pu faire une belle cinématique en image de synthèse pour le ending. Est-ce que c'était demander la lune, ça? Voilà, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage qu'on ait qu'une seule cinématique et qu'en plus on l'ait vue depuis 2 ans. C'est tout ce que je voulais dire. Bon, écoutez, je crois qu'il est temps qu'on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que je me prends un petit bonbon un petit bonbon. Est-ce que je me prends un petit bonbon? Allez, je me prends un petit bonbon. Pour le confort de la gorge, les bonbons. Désolé, hein. Bon. Bah ouais, bah écoutez, quand faut y aller, hein. Alors, ce reboot de Tomb Raider, que vous dire? J'aime bien ces petits moments de flottement, c'est-à-dire quand vous ne savez pas finalement si je vais vous dire du bien de ce titre ou du mal. Vous ne savez pas, hein. Vous dites est-ce qu'il va démonter le jeu comme un vieux débris, comme un vieux con, comme il en a l'habitude, ou est-ce qu'il va faire le bisounours? C'est vrai que je me rends bien compte que je démonte de plus en plus de jeux, mais je veux vraiment vous faire comprendre que je ne suis pas blasé, que je ne suis pas un vieux con, que je ne fais pas ça pour aller à contre-courant des critiques. C'est-à-dire que ce Tomb Raider, autant le dire, a été très bien accueilli, hein, autant par les professionnels que par les joueurs. Moi je m'en fous de ça, sincèrement je m'en branle complètement. Moi tout ce que je veux c'est passer un bon moment, et ensuite je vous dis juste ce que j'ai pensé du jeu. C'est-à-dire que je vous assure que je fais abstraction de tout ce qui est autour de moi. Bon. Mais, vu que je lis quand même les critiques à droite et à gauche, mais forcément, je sais quand même ce qu'il en est à l'extérieur. Vous voyez, je suis pas uniquement dans ma bulle non plus. Et donc je sais que je vais dire des choses, comment dire, que peut-être certaines vont pas bien comprendre. D'autant plus que j'ai toujours beaucoup de mal, et ça vous le savez, à bien exprimer, à bien exposer mes avis, à bien dire ce que je pense, surtout à faire comprendre ce que je pense. Vous voyez, et généralement, ça finit et je vous dis, c'est très bien, mais en fait c'est pourri. Ou alors c'est pourri, mais en fait j'ai bien aimé. Hein, et c'est certainement comme ça que va finir ce test. Hein. Vous le savez, hein. C'est comme ça que ça va se finir. Je vais vous dire que c'est de la grosse merde, mais que j'ai bien aimé, hein. Ah oui, c'est comme ça que ça va se finir, on le sait tous. Ah, je suis désolé. Je pars dans du freestyle total. Et en plus, je ne suce pas mon bonbon. Ah oh, j'arrête. C'était le petit moment complètement débilos. Non. On repart sur des bases sérieuses. On arrête les conneries. Je vais essayer de mieux sucer ce bonbon. Et on va essayer d'être plus sérieux. Hein. Donc d'abord, pourquoi un reboot de Tomb Raider? C'est peut-être la première question à se poser. Hein. La réponse elle est assez simple. C'est que dernièrement, les derniers Tomb Raider, disons qu'ils n'ont pas créé une grosse effervescence, quoi. On va dire qu'il n'y a pas eu un mouvement de foule, hein, avec les derniers Tomb Raider. Donc on peut dire que la série était à moitié tombée dans l'oubli. Donc à partir de là, avec le rachat de Eidos par Square Enix, comme je viens de vous le dire, c'était soit la mort de la licence, soit il fallait foutre un grand coup dans la fourmilière et il fallait mettre du sang nouveau, quoi. C'était ça le truc. Et c'est ça le principe de ce reboot de Tomb Raider. On l'appelle pas le reboot de Tomb Raider pour rien. La question c'est du coup, vu qu'il y a plein de trucs différents, est-ce que c'est encore un Tomb Raider? Parce que quand on parle de reboot, c'est que forcément il y a beaucoup de choses qui ont été chamboulées dans les mécaniques de jeu, la structure et tout et tout. Est-ce que c'est toujours un Tomb Raider? En fait c'est ça la vraie question à se poser, avant même de parler du jeu. C'est est-ce qu'il s'agit d'un Tomb Raider comme on les a connus? Alors moi déjà je peux pas vous parler par rapport au dernier épisode vu que j'y ai pas joué. Moi j'ai surtout connu les épisodes 32 bits, vous le savez. Donc je peux seulement faire des comparaisons par rapport à cela. Hein. Et là, soyons clairs, la différence est stratosphérique. Les enfants, elle est stratosphérique, la différence. C'est-à-dire que t'as pas l'impression de jouer au même jeu. Si Lara Croft n'était pas là, on va dire que, imaginons que quelqu'un qui se fait les premiers Tomb Raider, donc à la fin des années 90, et qui se fait cryogéniser, et puis qui revient aujourd'hui en 2013, si vous enlevez donc le personnage de Lara Croft, jamais il vous dira que c'est un Tomb Raider, quoi.
c'est pas possible. Il y a trop, les différences sont bien trop prononcées. Bon, mais c'est pas forcément un mal, parce que reprendre, disons par exemple le gameplay, un gameplay identique ou similaire au Tomb Raider de l'époque 32 bits, c'est évidemment que ça aurait été une catastrophe. Ça a très mal vieilli. Et moi je suis le premier à le reconnaître. Ça a très mal vieilli. Ces Tomb Raider là ont très mal vieilli. Mais tout de même, j'apporte une petite précision. Il y a toujours l'ambiance quand même. Il y a toujours l'ambiance. Si vous refaites Tomb Raider 1, je pense que l'ambiance sera toujours là. Et également le côté tout de même... ben, le challenge. C'est ça. Le challenge de la chose. Alors ça, c'est... Bon, je voulais en parler peut-être un petit peu plus tard, c'est-à-dire de la difficulté. Mais bon, je vais tomber dans les lieux communs basiques, c'est-à-dire que le fait de dire qu'aujourd'hui les jeux vidéo c'est plus facile et qu'avant c'était plus difficile. Bon, ça c'est un fait, c'est pas un avis, c'est un fait. Mais à ce sujet-là, j'ai deux points de vue. J'ai mon premier point de vue, moi vous le savez, je suis pas un joueur, on va dire qui a du skill, hein, bon. Vous le savez, je m'en vante pas. Et quand je m'en vante, c'est sur la blague. Quand je dis que j'ai du talent, que je suis super fort, faut prendre ça au 10e degré. Si vous le prenez pas au 10e degré, excusez-moi de vous le dire, vous êtes un abruti. Oui, oui. Donc quand je dis des critiques qui expliquent que j'ai le melon ou ce genre de conneries parce que je dis quel talent quand je fais un truc, on va dire à peu près correct dans un jeu, vous êtes un abruti. Ben oui, je sais que c'est difficile à encaisser, bien sûr, désolé. Ça va être n'importe quoi avec cette vidéo, je suis désolé. Pourtant, je l'ai pas vu. À part le bonbon. Bon, j'arrête, il faut que j'arrête là. Et donc, je vous disais, j'ai deux points de vue. Le premier, c'est que aujourd'hui, quand je fais donc un jeu qui est, on va dire, plus facile qu'avant, parce qu'il y a des checkpoints partout, parce qu'on est assisté, c'est l'assistanat en permanence. Je vous dis que j'ai deux points de vue parce que d'un côté, ça me fait... disons que c'est le plaisir immédiat, c'est ça. Aujourd'hui, quand on joue à un jeu, encore une fois, faut pas mettre tous les jeux dans le même panier, mais la plupart des jeux, eh c'est le fun immédiat. T'as pas besoin d'apprendre les touches, t'as pas besoin de... Si jamais tu crèves par inadvertance, de toute façon, tu vas respawn 3 mètres avant, quoi, tu n'auras rien à refaire. Voilà, tu continues, un petit gunfight, hop là, tu es complètement assisté, les ennemis ont une IA toute pourrie. Mais attention, ils ont une IA pourrie parce que c'est les joueurs qui le demandent, hein. Faut être clair. Quand on dit cette IA est pourrie, parce que l'IA n'arrive pas à nous toucher. Faut quand même que nous soyons conscients, et quand je dis nous, j'englobe les joueurs, donc nous, joueurs, que les développeurs font exprès de faire des IA pourries. Parce que faire des headshots pour une IA, c'est la simplicité même, hein. Les développeurs, ils vous le diront. Ah mais si vous voulez, nous on peut faire en sorte que toutes les IA du monde, elles vous fassent un headshot et qu'elles vous tuent en un coup, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Sauf que s'ils faisaient ça, ben, ça ferait chier tout le monde, quoi. Voilà, et puis personne ne jouerait au jeu, quoi. Et tout le monde dirait, oh mais attendez, non mais l'IA elle est complètement cheatée, là. Voilà, donc il faut le savoir, hein. Voilà, si les IA elles sont pourries dans les jeux, bon, évidemment, là je caricature un petit peu, parce qu'après il y a des IA qui peuvent se mettre à couvert, ça c'est différent. Mais je parle des mecs qui te tirent à côté, mais c'est quand même parce que les joueurs le veulent, quoi. D'accord? C'est les développeurs qui s'adaptent à la génération de joueurs actuels qui ne veut pas de difficultés dans les jeux. C'est ça qui se passe. Et donc, je vous disais, pour revenir un petit peu à ce que je disais, que j'avais deux points de vue. Donc le premier, c'est que ça me gêne pas forcément, parce que quand je me remémore à l'époque, toutes mes morts stupides, par lesquelles t'es obligé de refaire 1 heure de jeu que t'as pas envie, ou des trucs super durs, c'est des conneries du genre un saut, un petit saut, tu vas mettre 1 heure pour le passer parce que t'arrives pas à sauter, parce que c'est dosé au millimètre, mais t'as juste envie de t'arracher les cheveux, quoi. Sans déconner, t'as envie de te suicider, quoi. Sérieux. Ça, aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça n'arrive plus, ça, aujourd'hui, dans les jeux, ou alors c'est rarissime. Bon. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de bien. Mais, on va dire, le contre-effet à ça, c'est-à-dire ce qui n'est pas bien, c'est qu'aujourd'hui, quand tu finis un jeu, tu n'as plus ce sentiment de satisfaction qui émane de toi. Ça n'existe plus. Tu n'es plus fier de finir un jeu. Et ça, c'est quelque chose que je regrette profondément. Alors, je prends l'exemple. Ce bonbon R commence à me fatiguer. Je vais essayer de l'avaler.
Ce qui est fait. Bien. On va pouvoir parler avec un petit peu... On va pouvoir articuler un petit peu mieux. Donc, ce que je veux dire, et vous l'avez compris, c'est que c'est à double tranchant. Voilà. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est à double tranchant. Parce que d'un côté, t'es content de jouer à un jeu qui t'apporte du fun instantané. Dans le sens où, oui, il ne te fait pas chier, quoi. C'est-à-dire que tu sais que tu vas torcher tes 10 heures, on va dire, un petit peu comme une promenade de santé, finalement. Mais tu n'as plus ce sentiment de satisfaction. Tu n'as plus cette fierté que tu as de finir un jeu. Moi, en tout cas, ça fait très longtemps que ça ne m'est plus arrivé de finir un jeu et de me dire après coup, oh putain, je l'ai fini. Oh là 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 là, là je suis content. Là je suis content. Et comme je vous disais, c'est pas uniquement ce Tomb Raider, mais il en fait partie. Si je fais la comparaison avec les Tomb Raider 32 bits, mais le premier Tomb Raider, vous le finissiez, mais vous étiez l'homme le plus heureux du monde. Parce qu'il était d'une difficulté juste aberrante. Sérieusement, moi quand j'ai fini Tomb Raider, oh, mais j'ai ouvert les yeux au ciel, j'ai dit merci God. Voyez, aujourd'hui c'est complètement différent. Aujourd'hui t'achètes un jeu, tu sais qu'il va durer 10 heures. Comment dire, tu sais que tu seras pas bloqué, quoi. C'est-à-dire que tu vas y jouer 1 heure, mais le lendemain tu vas dire ah ben il me reste 9 heures. Vous voyez, la philosophie est complètement différente, ça n'a plus rien à voir. Plus rien à voir. Alors, est-ce que je regrette ça? Oui, je regrette de ne plus avoir ce sentiment de satisfaction, de fierté de finir un jeu. Ça c'est quelque chose que je regrette, vraiment. De notre côté, comme je vous disais, eh ben, on n'a plus cette frustration d'être bloqué à un endroit ou de devoir refaire un passage pendant 3 heures. Voilà. Et donc ça, on peut pas dire que c'est mauvais non plus, parce que, excusez-moi, refaire un passage de merde pendant 3 heures, ok, quand tu le passes, forcément tu es très content, mais durant les 3 heures, t'es super frustré, quoi. Sans déconner, t'as juste envie de te suicider, t'as envie de te jeter par la fenêtre. C'est pour ça que je vous dis que c'est à double tranchant. Mais, si je devais vraiment donner donc un avis, je dirais quand même que non, les jeux d'aujourd'hui sont trop faciles. C'est vraiment mon sentiment profond, et pour ce Tomb Raider, c'est l'un des bémols que je mettrai en avant, parce que sans déconner, 50% de l'aventure, j'ai eu l'impression non seulement d'être assisté, mais complètement, mais limite, de voir des choses qui se déroulent devant moi. C'est-à-dire qu'on est à la limite du film interactif. Je dirais pas que c'est un film interactif, parce que dire ça, c'est... Ah, on va dire que l'image est trop grosse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas Heavy Rain, bon... Voilà, ok, c'est pas... Non, on n'est pas sur Mega CD, quoi, c'est pas un film interactif, dans le sens du terme que l'on connaît. Mais t'es tellement assisté, des fois on te fait croire... Et ce que j'aime vraiment pas, c'est prendre les joueurs pour des gros cons, c'est prendre les joueurs pour des abrutis. Et ça, c'est plein de jeux aujourd'hui qui prennent vraiment le joueur pour un demeuré. C'est-à-dire qu'il te fait croire que tu peux tomber, mais qu'en fait tu tomberas jamais. Il te fait croire que tu peux mourir, sauf qu'en fait c'est impossible. Voyez? Le coup, quand je vous avais montré lors du direct live, quand on est sur une espèce de planche de bois ou sur un tronc d'arbre, et qu'on te fait croire que tu peux tomber, sauf que même pas. Même si tu vas à droite et à gauche, tu tomberas pas, quoi. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que non, on te fait croire que tu peux tomber, mais non. Mais non. Autre chose, si on reprend les mécaniques de jeu de ce Tomb Raider, c'est que, admettons que vous, comment dire, si par inadvertance, eh bien, vous vous dirigez vers une corniche et que vous tombez, mais vous n'allez pas tomber. Vous n'allez pas tomber. Lara va se ragripper automatiquement, sans que vous ayez rien à faire, à la paroi. Vous voyez, au sol, à la corniche. N'importe où, de n'importe où. C'est-à-dire que dans ce jeu, pour tomber, il faut vraiment le faire exprès. C'est-à-dire qu'il faut sauter dans le vide, quoi. Il faut le faire exprès. Sinon, vous ne pouvez pas tomber. C'est pas possible. Et ça, ce que je veux dire, c'est un exemple. Mais c'est un exemple parmi 1000. Vous voyez, tout est comme ça. C'est un assistanat permanent envers le joueur. Parce que les joueurs d'aujourd'hui ne veulent plus mourir. Ils achètent leur jeu comme ça pour y jouer, pour pas être frustrés, pour passer un bon moment. Faut que tout aille vite, faut que ça soit comme un film. C'est ça le truc. Donc ça, en ce sens, c'est une philosophie vraiment différente à ce qu'on avait avant. Et de l'autre côté, ça va peut-être vous faire sourire que ça soit moi qui vous dis ça, moi qui ai un piètre skill
moi qui suis un mauvais gamer, c'est vrai que de la part d'un mec comme moi qui est quand même très nul quoi dans les jeux vidéo, de façon globale, et qui vous dit que les jeux d'aujourd'hui sont trop faciles, alors que quand je vous fais une vidéo, eh ben, j'arrête pas de crever et que je ne trouve pas ce qu'il faut faire, vous vous dites peut-être, mais il se foutrait pas un peu de notre gueule le haut-parleur. Oui mais, oui mais non, oui mais non. D'abord parce que, je vous l'ai déjà dit, et c'est vrai, quand je joue seul, j'ai plus de facilité que quand je suis en vidéo, quand je parle pas. Et puis au-delà de ça, c'est vraiment ce que je pense, quoi. C'est pas pour reprendre la tendance actuelle, parce que je suis pas le seul à le dire, ça. Hein. Oh, là, je crois bien que dans un des derniers débats là, sur le site, on en a parlé, ils en ont parlé en live. Et même sur Gamecult, il y a eu une émission il y a pas longtemps où ils ont également parlé de ce nouveau phénomène, quoi. C'est-à-dire la facilité dans les jeux. Bon. Mais soyons clairs, même si j'avais pas écouté ou entendu ça, je l'aurais quand même dit, parce que là, oh, cet assistana en permanence de ce Tomb Raider, wow, moi ça m'a cassé le jeu, ça m'a cassé, même pendant les gunfights, oh, même pendant les gunfights, je suis quasiment jamais mort, quoi. T'as l'impression vraiment d'être Superman, sans déconner. Pour qu'il te tue, faut vraiment, oh, à part les seules fois où je suis mort, moi, c'est quand il y avait un mec qui a une grosse mitraillette et qui te tire dessus comme ça et qui te tue en 2 secondes, alors que tu l'avais pas vu. Voilà. Mais sinon, non, mais attendez, mais c'est super scène, quoi. Oh, tu fais une roulade, tu l'esquives, t'as l'impression d'être... Ah ouais, non, franchement, t'as l'impression d'être Superman, quoi. Voilà. Alors que t'es Lara Croft. Alors que c'est censé être la première aventure de Lara Croft, elle ne connaît rien, elle ne sait pas se servir des armes. Elle est complètement néophyte dans tous les domaines, et pourtant, on incarne Rambo. On incarne Rambo en puissance. Alors au début, ils essayent de nous la jouer, oh, regardez, elle se fait mal, oh mon dieu, oh, regardez, elle va tuer sa première biche, plagiat de Bambi, hein, cette séquence. Oh regardez, elle va se faire violer par un méchant bonhomme, mais elle réussit à s'en sortir. Oh regardez, elle va le tuer en lui mettant une balle dans la tête. Oh mon dieu, c'est son premier meurtre. Bon, moi je vous avoue que ça a marché moyennement avec moi, hein, cette histoire d'empathie avec Lara, qui est censée être, on va dire, innocente et faible au début, et puis évidemment durant l'aventure qui va se révéler être la Lara que l'on connaît. Boarf, boarf. C'est pas nul, mais c'est moyennement emmené à mon sens. C'est un peu comme Far Cry 3, on en a fait des caisses avec ce personnage qui va devenir un super tueur. Bon, il n'y avait pas de quoi casser 3 pattes à un bon gros chaton. Mais pour Lara, c'est un petit peu la même chose. Je trouve juste qu'il y a un peu trop de facilité à mon sens. C'est ça le problème. Et surtout, ça ne se passe que durant les cutscenes. C'est-à-dire que dès que la cutscene est finie, alors c'est reparti, hein, Lara, elle saute dans tous les sens, elle va tuer 100 ennemis, et puis juste après, une cutscene, oh, je suis innocente, oui, je suis innocente. La cutscene se finit, 300 ennemis qui déboulent. Alors elle les tue tous. Cutscene, oh, je me sens pas bien. Voilà, il y a un moment, moi ça me faisait rire, quoi. C'est pour ça, le souci c'est que quand c'est censé t'apporter une certaine tristesse ou de l'empathie à l'encontre d'un personnage et qu'au final ça me faisait rire, je suis désolé, mais il y a des séquences qui m'ont fait rire. Voilà, c'est qu'il y a un souci. Ou alors c'est que je suis un gros enfoiré qui n'a pas de cœur. Ce qui est peut-être bien possible, mesdames et messieurs. Bon, écoutez, on va revenir, parce que là je suis parti dans tous les sens. Ça fait déjà 30 minutes. Putain, mais 30 minutes? Sérieusement, 30 minutes? 30 minutes. 30 minutes. Ok, plus de 30 minutes. Et je n'ai rien dit. J'ai pas envie de dépasser l'heure, ou à peine, parce que je vais évidemment vous poser cette vidéo en HD. Bon, de toute façon, je vais vous dire quelque chose. Ce que je vous dis, et ce que je vais vous dire, on s'en fout. Sachez que ça n'a aucun intérêt. Le plus important, c'est le visuel. Donc c'est ce que vous voyez à l'écran. J'essaierai de vous faire un bon montage avec des putains de séquences de ouf. Parce que je crois sincèrement avoir capturé les meilleures séquences du jeu. Les plus impressionnantes, les plus spectaculaires. Et Dieu sait que ce jeu est super, méga, giga, supra. Et encore un petit superlatif, mais je n'en trouve pas, ultra hollywoodien. C'est-à-dire que c'est du Michael Bay en puissance. Attention, spectaculaire puissance 1000. Ça, on peut pas lui enlever. Il est méga rythmé. C'est-à-dire que si vous faites le jeu d'une traite,
vous verrez pas le temps passer, quoi. Voilà. Ça va très 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 vite, hop là vous grimpez un truc, vous tuez deux bonhommes, une petite cutscene, hop là c'est reparti direct, c'est-à-dire que l'aspect exploration qui est présent, mais qui n'est pas présent, on va dire, pour l'histoire principale. C'est-à-dire que l'exploration dans ce jeu, ça va juste être trouver les objets cachés dans le décor, et c'est tout. C'est tout. Ce ne sont pas des quêtes annexes, non, non, c'est juste des objets cachés, cachés et ou posés dans les décors. C'est... Far Cry 3, une fois de plus. Hein. Je viens de vous parler de Far Cry 3, mais j'ai envie de remettre le couvert parce que c'est la même chose, quoi. Voilà. Les géocaches, les caisses d'armes, les caisses de matériaux, je sais, les reliques, enfin tous ces trucs-là, c'est vraiment c'est juste posé par terre et donc il faut farfouiller partout pour finir le jeu à 100%. D'ailleurs, j'ai fini le jeu à 100%, hein, je tiens à le dire. J'ai fini le jeu entièrement, 100%. J'ai tout récupéré dans toutes les zones. Il y a juste 2 ou 3 trucs qui m'ont vraiment emmerdé. Je peux vous le dire d'ailleurs parce que je l'ai capturé, donc je vous le montrerai là à l'écran. C'était à un moment, c'est dans la zone de la forêt, l'une des premières zones, quand on était dans une espèce de bois. On doit trouver des espèces de poupées vaudou, des espèces de totems vaudou qui sont dans les arbres un petit peu partout. Il y en a peut-être 10 à récupérer. Et j'ai mis au moins 30 minutes à trouver la dernière. J'ai trouvé les 9. Mais alors la dernière, j'ai tout retourné dans tous les sens, j'ai regardé partout, j'ai utilisé mon instinct de survie tout le temps. Et en fait, il était juste derrière le feu de camp, c'est-à-dire qu'il était tout à l'entrée, à un endroit où on pense pas y aller, quoi. Et donc c'était là où il était, je le trouvais vraiment chiant. Et à un autre moment que je vous montrerai aussi, puisque ça aussi je l'ai capturé, et là aussi j'ai passé au moins 30 minutes, c'est dans les grottes géothermiques, ça s'appelle, la petite zone. Il faut trouver, je sais plus ce qu'il faut faire d'ailleurs. Non, il faut pas trouver. Il faut enflammer des espèces de sacs. J'ai même pas compris ce que c'était d'ailleurs. Mais on s'en fout. Des espèces de sacs qui sont accrochés au plafond. Et donc là aussi, il y en a peut-être 10 à enflammer. Et le dernier, sans déconner, cette grosse, je l'ai retourné mais partout. Je l'ai faite 10 fois dans tous les sens. Parce que c'est une petite zone en plus. Hein. Oui, finalement, elle était dans un recoin en haut, mais on peut la voir que si on est dans un angle précis. Oh là, vous verrez ça là, dans la vidéo, mais sans déconner ce truc. Oh putain. Oh ce truc, voilà. Et donc, pourquoi ces objets-là, ces éléments sont plus compliqués que les autres, que les reliques, que les géocaches, que les caisses, ce genre de choses? Parce que ce sont ceux-là, les totems ou les sacs enflammés, ce genre de choses, ils ne sont pas indiqués sur la carte. On a une carte en allant dans le menu, et dans chaque zone, il y a également une carte au trésor qu'il faudra au préalable trouver. Quand on l'a trouvé, ça nous indiquera l'emplacement de tous les autres trésors, sauf à l'exception des trésors uniques par zone. Et enfin, des trésors, pas des trésors, mais des objets uniques à récupérer par niveau, par environnement. Donc comme les totems ou comme les sacs enflammés. Dans chaque zone, vous aurez au moins une petite quête comme ça. Mais la différence, c'est que ces objets-là ne seront pas du tout mentionnés dans la carte. Donc là, vous allez être obligé de farfouiller dans toute la zone si vous voulez vraiment faire le jeu à 100%. Est-ce que ça a un intérêt de faire le jeu à 100%? Aucun. Dites-vous bien cela, absolument aucun. Si ce n'est évidemment la satisfaction d'avoir écrit 100% sur votre partie. Mais sinon, c'est vraiment totalement inutile et honnêtement sans grand intérêt. Parce que juste farfouiller les niveaux de fond en comble, non. Ça permet juste de se rendre compte que beaucoup de niveaux sont quand même vraiment petits finalement et que le jeu est pas si grand que ça. Mais ça, on en reparlera. Bon, ce que j'ai envie de faire avant de continuer, c'est qu'un petit peu de vous poser le décor. C'est-à-dire... de voir un petit peu l'histoire tout de même. Parce que c'est censé être la genèse de Lara Croft. Hein. C'est vraiment c'est le tout début de sa carrière, si on peut dire. Donc, même si ça, généralement, j'aime pas trop vous en parler, parce que c'est le genre de truc, vous allez sur n'importe quel site, et même vous allez, oui, sur n'importe quel test, et ça vous l'expliquera mieux que moi. Mais bon, tout de même, ça me semble important. Donc, Lara Croft est sur un bateau. Elle tombe à l'eau. Non, non. Faut que j'arrête avec des blagues de merde comme ça. Le con. Celle-là, je la couperai au montage. Donc Lara Croft est sur une espèce de cargo. Et donc elle part pour une expédition pour aller à la recherche du royaume de Yamatai. Une espèce de vieux peuple japonais, là, encore débridé. Et ils sont chiants les bridés.
Et donc avec un équipage. Bon, et donc ce qui se passe, ça c'est dans la cinématique. Hein. Tout ce que je vous dis là, on ne le joue pas. On joue uniquement sur l'île. Il n'y a pas d'autre endroit que l'île. Hein. On commence sur l'île, on finit sur l'île. Attention. D'ailleurs, j'aurais bien aimé qu'on ait un petit niveau sur le bateau. Ça m'a un petit peu déçu. J'aurais bien aimé qu'on commence en fait sur le cargo, vous voyez. Qu'on ait peut-être le tutoriel sur le cargo, quoi. Genre dans les cales, tout ça, vous voyez, ça m'a fait penser à Wind Waker, par exemple. Ça j'aurais aimé. Ensuite, on arrive sur l'île, et là, ça commence vraiment. Alors que là, on a un tutoriel quand on est sur l'île. Ouais, ça aussi, c'est un peu bizarre, j'ai trouvé. Pas très bien fichu. J'aurais préféré qu'on commence directement sur le bateau. Voilà, je veux dire, aller sur le pont, parler à l'équipage, c'est-à-dire prendre connaissance de l'équipage directement sur le bateau et pas attendre d'être sur l'île. J'aurais aimé ça aussi. Mais bon, ça n'y est pas, tant pis. Donc ils partent pour une expédition pour retrouver le royaume de Yamatai. Ils vont échouer sur cette fameuse île, le bateau va se péter en deux. Il y a une raison à ça, je ne vais pas vous le dire car ce serait un gros spoil. Mais il y a une raison pour laquelle il y a autant d'épaves échouées, de bateaux partout sur les côtes de cette île. Et donc, eh bien, tout l'équipage va se retrouver séparé. Lara va être emmenée dès le début du jeu, ça je peux vous le dire, par une espèce de psychopathe dans une espèce de grotte étrange. Et on sait pas trop d'ailleurs ce qui se passe, mais bref, c'est pas la question. Et donc du coup, on va s'échapper, et puis le but va être donc de retrouver d'abord tous nos compagnons, et puis de comprendre un peu ce qui se passe sur cette île, parce que l'un de nos compagnons va se faire capturer par une méchante secte, parce que oui, nous ne sommes pas seuls, ça on va l'apercevoir très vite. Il y a une sorte de secte sur l'île. Je peux vous en parler un petit peu. Donc c'est dirigé par une personne qui s'appelle Mathias. Ça pour le coup, je dirais pas que c'est bien fichu, mais c'est assez semblable au Tomb Raider. C'est-à-dire que dans les anciennes Tomb Raider, il y avait toujours comme ça des histoires avec des sectes ou des personnages un petit peu stéréotypés. Là, c'est la même chose, que ce soit Mathias ou les autres, tu sens... Enfin, c'est peut-être d'ailleurs l'aspect Tomb Raideresque que j'ai trouvé le plus similaire à ce qu'on avait avant. Vous voyez, les personnages, tout ça, oui, la façon dont ils parlent, c'est très Tomb Raider finalement. C'est très cliché et tout, mais c'est également Tomb Raider. Parce que Tomb Raider, même d'avant, était super, méga, giga cliché. Hein. Ah oui, oui. Même sur même, j'ai envie de dire, encore plus sur 32 bits. Hein. Les dialogues, c'était du oh my god. Hein. Aujourd'hui, c'est pas possible de réécouter les dialogues, les cinématiques qu'on peut entendre sur PlayStation. Quoi. C'est un truc de fou. Ça a mal vieilli, mais puissance 1000. Puissance 1000, quoi. Il n'y a aucune conviction. C'est un truc de dingue, hein, les dialogues. Mais bref, c'est pas la question. Et donc, il se retrouve sur cette île avec cette secte. En gros, donc ce fameux Mathias, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Sadler, Lord Sadler de Resident Evil 4. Je me suis fait la réflexion, je me suis dit putain, on dirait Lord Sadler quoi, ce mec, avec sa capuche et tout. Et même sa façon de parler, c'est Sadler, c'est exactement lui. Donc c'est lui le grand méchant de l'aventure. En gros, il veut faire revivre la reine Himiko, truc japonais, avec des légendes toujours. Voilà, donc on est dans cette ambiance un petit peu japonais médiéval. Voilà, j'en dis pas trop, il y a quelques petits autres trucs, il n'y a pas non plus des rebondissements de ouf, mais il y a quelques petits trucs qui surviennent, mais à ce sujet-là, je n'en dirai pas plus. Mais enfin voilà, là je vous ai bien planté le décor, vous savez maintenant en quoi ça consiste. Alors maintenant ce qui est intéressant c'est quand même les mécaniques de jeu. Je vous l'ai dit lors du direct live, ce n'est pas un open world. Ça c'est très très important. C'est-à-dire qu'on va visiter des zones qui sont, je dirais que plus de 50% sont très linéaires, c'est-à-dire que ça va être des grottes ou ça va être dans des espèces de vieux bunkers souterrains, et là c'est très linéaire. Vous n'avez pas d'embranchement, non, vous suivez, vous avez des gunfights, des petites séquences de plateforme, et c'est comme ça. J'ai pas trouvé ces séquences-là très intéressantes. Par contre, dès qu'on est en plein air, là d'un seul coup, c'est beaucoup mieux. Parce que non seulement c'est des zones qui sont plus ouvertes, c'est des zones qui ont un bon level design, et c'est des zones qui sont extrêmement agréable à l'œil. Et là, je retiens surtout deux zones. C'est la zone de la forêt, qui est la plus grande, et c'est la zone de la plage des sables, c'est son nom, une des dernières zones que l'on découvrira, qui est elle aussi juste magnifique. De toute façon, tout ceci, encore une fois, vous le verrez dans la vidéo. Je vous ai mis des passages de fou, je vous ai mis des panoramas de fou. Tout ce que je vous dis là, vous verrez peut-être pas en direct parce que je parle très vite, donc je pourrais pas vous illustrer ça directement, mais vous le verrez. Encore une fois, vous verrez les meilleures séquences du jeu, des trucs de fou. À un moment, c'est un petit spoil, mais tant pis, on est dans une espèce de, comment on peut dire,
espèces de temples japonais anciens, je sais pas comment dire, qui prennent feu. Et là, c'est un truc de fou. Ça doit durer 10 minutes, 15 minutes. On doit s'enfuir, tout prend feu. D'ailleurs, le feu est très bien fait dans ce jeu, c'est assez étonnant. De toute façon, techniquement, le jeu est magnifique déjà, mais même le feu, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, wow, putain, le feu est bien fait là. Et en plus, je veux dire, au niveau effet de particules, il y en a énormément à l'écran, quoi. Je me suis dit, putain, le truc, il arrive à afficher ça. Ah, quand même. J'ai été surpris, impressionné. Et donc là, c'est magnifique. On doit s'échapper, on doit passer par les toits. Il y a du feu partout. C'est wow. Je veux dire, tu vois ça. Certes, c'est du grand spectacle. Tu joues à peine, puisque tu ne fais que avancer et sauter, quoi. Mais c'est, voilà, à l'œil, c'est beautiful, c'est magnifique, quoi. Tu en prends plein les yeux. Dans ce jeu, on en prend plein la gueule en permanence, hein. Sérieusement. Et ça, encore une fois, vous le verrez dans la vidéo. C'est pour ça que ce que je vous dis, c'est pas si important que ça. Le jeu, vous pouvez le comprendre juste en visionnant ma vidéo. C'est pour ça, ce que je dis, ça n'a que peu d'importance au final. Et donc, oui, donc je vais vous parler des zones ouvertes. C'est clairement ce que j'ai préféré. Et j'ai surtout envie de vous parler d'une zone en particulier que j'ai trouvé juste exceptionnelle, c'est le mot. Donc c'est la zone de la forêt. Quand on y arrive la première fois, bon, on trouve ça sympa, mais sans plus. Bon, on est assez libre parce qu'il y a quelques petites baraques à visiter, un petit peu d'exploration, mais voilà, ça reste quand même assez linéaire. Mais ce que j'ai trouvé génial dans cette zone précise, et malheureusement c'est pas le cas dans les autres, ou quasiment pas, c'est que c'est une zone qui va être modifiée. D'abord, elle va être modifiée une première fois à cause d'un événement que je vous montrerai certainement dans la vidéo. Un avion qui va se crasher. Alors, un avion va se crasher. D'ailleurs, ça va donner lieu à l'une de ces fameuses, on va dire, séquences de poursuite avec Lara. Hein. Je vous en ai parlé lors du direct live. C'est toutes les 30 minutes, en gros, on a une séquence comme ça. C'est-à-dire qu'on doit courir. Enfin, on va pas courir, c'est, comment dire, on joue à peine. On doit juste aller à droite, à gauche, et puis ça se finit. Mais évidemment, c'est très impressionnant, ce genre de séquence. Et là, vous le voyez certainement actuellement à l'écran sous vos yeux ébahis. C'est très impressionnant. Mais donc, ce qui est intéressant, ce n'est pas ça. C'est pas cette séquence. Ce qui est impressionnant, c'est ce qui va se passer à cause de cette séquence. Cet avion cargo va donc se cracher dans la forêt et ça va un petit peu changer la topographie. C'est-à-dire qu'ensuite on va pouvoir aller sur l'avion, sur la carcasse de l'avion, et on va atteindre donc des endroits qui étaient avant inaccessibles. Mais là où c'est vraiment génial, c'est que on s'en rend pas compte au départ. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive dans cette zone la première fois, on se dit juste ouais, c'est sympa, mais bon, tu t'attends pas à y revenir par la suite. Et pourtant si, tu vas faire autre chose, puis tu vas y revenir par un autre chemin. Mais au début, en fait, tu crois que tu es dans une nouvelle zone, jusqu'à ce que tu vois un élément qui te rappelle et qui te fasse se dire ah mais non de Dieu, en fait je suis revenu ici, alors que tu t'y attendais pas du tout. Et ça m'est arrivé 2, 3, 4 fois. On va passer par des chemins complètement différents, plus en hauteur, sur le côté, ou je ne sais quoi d'autre. Et j'ai trouvé ça génial. Parce qu'à plusieurs reprises, ça m'a juste étonné. Ça m'a surpris. Je me suis dit, oh mais putain, mais oui, je suis dans la même zone là-bas, c'est la carcasse de l'avion. En fait, je suis dans la même zone, mais d'un point de vue complètement différent. Et ça, j'ai adoré. Le level design. Le level design de cette zone est monstrueux. Je pèse mes mots. Il est monstrueux. Les autres zones n'ont pas été aussi travaillées. Clairement pas. Celle-là, c'est la seule zone qui propose un level design aussi évolué et aussi intéressant. C'est génial. Voilà. Et puis on peut en plus se servir de notre arc grappin pour faire des raccourcis avec les cordes, et vous savez ça aussi je vous l'ai montré lors du direct live. On a un arc qui fait donc office de grappin, on envoie une corde et s'il y a un pilier juste à côté, un poteau, et bien on va en fait accrocher la corde, on va pouvoir s'en servir comme tyrolienne. Donc on se fait comme ça des petits raccourcis et puis on se rend compte qu'on peut revenir comme ça jusqu'à la carcasse de l'avion, puis on repart de l'autre côté avec une autre façon dont on n'avait pas encore vu jusque là. Voilà, ça vraiment, c'est l'un de mes meilleurs moments dans le jeu. Quand j'ai découvert que c'était une espèce de zone évolutive, je ne m'y attendais pas du tout. Et ça tranche vraiment avec le reste. Parce que la plupart des zones ne sont pas comme cela. Bon, il y a le bidonville. C'est un peu comme ça, mais ça reste assez linéaire dans la structure. La plage des sables, pareil, c'est une zone qui est intéressante parce qu'elle est très grande. Il y a plusieurs chemins.
mais globalement ça reste assez confiné comme truc, hein. Pas cette zone de la forêt par contre. Elle est différente, elle est exceptionnellement bien maîtrisée et bien finie. Je voulais vous en parler parce que c'est l'un de mes grands moments dans ce Tomb Raider, véritablement, et l'une de mes grandes surprises car on ne s'y attend pas du tout. Je voulais donc vous en parler. On va passer au tombeau secret. Très important également. Et ça va me permettre de vous parler en parallèle des énigmes. Et oui, parce qu'un Tomb Raider sans énigmes n'est pas un Tomb Raider. Alors, les tombeaux secrets, ben, comme leur nom l'indique, ils sont secrets. En gros, c'est des passages dans le décor qui sont un petit peu cachés. Là, je vous montrerai à l'écran. Je vous montrerai certainement le tout premier, hein, qui est juste à côté d'une cascade que l'on trouve. Bon, très facile à trouver parce que déjà, quand on est proche d'un tombeau, on a un son qui nous l'indique, il y a une phrase à l'écran qui nous dit vous êtes proche d'un tombeau, donc du coup on se met un petit peu à farfouiller, enfin farfouiller plutôt, à regarder à droite ou à gauche et on se dit oh voilà l'entrée, c'est pas très bien caché du coup. Et donc on entre là-dedans, généralement là c'est très bien fait parce qu'encore une fois la technique de ce jeu est assez phénoménale. Lara allume sa torche. Automatiquement, hein, il faut croire que c'est trop difficile pour le joueur de comprendre que quand on est dans le noir, il faut allumer une torche. Donc du coup, Lara, c'est automatique, elle allume sa torche. Vous voyez, c'est le genre de truc, c'est l'assistanat à outrance, quoi. Bientôt, c'est Lara qui va sortir ses guns toute seule et qui va se mettre à tirer toute seule, quoi. Non mais, un jour, ça sera ça, quoi, le jeu. Un jour, on aura des jeux, ils dureront 10 heures, il faudra juste appuyer sur un bouton toutes les heures. Voilà, ça sera ça le jeu. Et les joueurs, ils seront contents. Ah oui, il est super ce jeu. Oh oui, je l'ai terminé, je suis super fort. Non mais voilà, je caricature et tout, je suis méchant, un petit peu dans mes propos, mais voilà. Pourquoi allume-t-elle sa torche toute seule? Juste pourquoi? Est-ce que c'est trop difficile d'appuyer nous sur un bouton pour le faire nous-mêmes? Vous voyez, c'est incompréhensible. Hein. Ben oui, c'est incompréhensible, vous avez raison. Et donc, j'ai donné un bon coup de pète dans le micro. Et donc, on s'aventure dans ces petites grottes magnifiques, avec des textures splendides partout, avec des squelettes, on sait pas trop où on va. Et donc, ces tombeaux secrets, finalement, au bout, il y a toujours une énigme à résoudre. Mais il y a un petit souci, c'est que même si, ben, on va dire, de base, on se dit c'est assez sympa, mais le problème, c'est que non seulement c'est assez simple, même si je vous cache pas que 2 ou 3 fois j'ai dû réfléchir un petit peu plusieurs minutes avant de comprendre comment il fallait faire, mais ça reste assez simple. Mais le problème, c'est pas que ça soit simple finalement. Le problème, c'est que ça soit court. C'est extrêmement court. À chaque fois, il y a juste une salle. On va pas arriver dans une grande pièce où on va devoir actionner plein de mécanismes et comprendre le fonctionnement. Non. C'est juste une toute petite pièce, toujours, hein, une toute petite pièce minuscule, dans laquelle il y a une petite énigme qui a été mise là. Voilà, il faut juste trouver la solution de cette énigme unique et c'est tout. Voilà, en haut, il y a toujours un coffre qui nous attend, un gros coffre. Et là d'ailleurs c'est encore une petite déception parce que qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Ben, c'est uniquement des conneries, à savoir de l'expérience, beaucoup d'expérience évidemment en une fois, mais également des matériaux, c'est-à-dire des ressources premières qui vont nous servir pour augmenter, pour upgrader notre équipement. On verra ça un petit peu plus tard. Et l'expérience qui sert évidemment à acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles skills, de nouvelles capacités pour Lara. On verra ça également un petit peu plus tard. Pourquoi c'est dommage? Ben, parce que ça c'est un petit peu inutile dans le jeu. Et de l'expérience on en tue quand on trouve déjà des trésors de base, n'importe quelle relique ou géocache, ou quand on tue des ennemis. Et pareil pour les matériaux, les ressources premières, bien on en trouve partout, quoi. Il y en a partout, tous les 10 mètres vous avez une caisse avec des matériaux dedans. Alors c'est con d'avoir fait des tombeaux secrets avec un énorme coffre, elle l'ouvre et puis dedans il y a quoi? Il y a de l'expérience quoi. Fuck. J'ai envie de dire fuck. Sérieusement. Moi j'aurais aimé avoir quelque chose de concret. Vous voyez? Putain, un vrai truc quoi. Un truc qui nous sert dans l'aventure, un nouvel objet, un nouvel item, mais un pur item. Pas de l'expérience. Bordel de merde. Pas de l'expérience. Voilà, donc là, excusez-moi de vous le dire, mais oui, c'est une déception, les tombeaux secrets. Parce que non seulement, il y en a très peu, je crois qu'il y en a 7. En gros, il y en a un par zone, il y en a un par grosse zone. Voilà, donc il doit y avoir 7 grosses zones apparemment. Donc il y en a 7, c'est à chaque fois une énigme unique, et en plus de ça, le reward, la récompense, c'est de l'expérience et des matériaux. Bon, vous avez compris mon point de vue à ce sujet. Hein.
Et est-ce qu'il y a des énigmes hors tombeau? Oui, mais très peu, et elles sont très simples. Très simples à résoudre, et également très rapides à résoudre. Vous devez comprendre que les gros environnements, pourtant, lors du direct live, quand on est dans le bidonville à la fin, et que je fais un panorama, un tour autour de moi-même à 360 degrés, et que je vois qu'il y a plein de trucs étranges, qu'il y a une espèce de téléphérique, je me suis dit, oh là là, il doit y avoir des énigmes de fou. Eh bien non, c'était un leurre. Le Hooper s'est fait avoir. Effectivement, on peut y aller en haut, on peut grimper, mais c'est pas des énigmes, c'est juste le passage. C'est juste l'endroit en fait où on doit aller, c'est un passage qui est assez linéaire. C'est pas vraiment des énigmes, donc j'ai été déçu là aussi. Moi je m'attendais à un truc de fou et non, c'est juste le passage normal où on doit aller. Les gunfights continuent, et c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Bref, tout ça pour vous dire, je commence à manquer de voix. D'ailleurs je vais prendre un petit coup d'eau. Hop là. Ça fait du bien par où ça passe, bien évidemment. Mais je sens que je commence à manquer de voix. Il va falloir abréger. Tout ça pour dire qu'au niveau du ratio, des énigmes, ce n'est plus du tout comme avant. Il y en a beaucoup moins. Elles sont très faciles et elles sont très courtes. Non. Le gros du jeu a été clairement mis sur l'action. L'action, l'action, l'action. Il y a beaucoup de gunfights et il y a beaucoup de scènes. Comment dire? Ben, c'est les fameuses scènes pseudo-interactives dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on joue à peine, quoi. On est agrippé, Lara s'agrippe à une corniche, on doit aller à droite ou à gauche, mais on ne peut pas tomber. Quand on nous demande de sauter, c'est automatique. Vous voyez, c'est vraiment, on joue à peine dans ce genre de séquence, ou alors Lara qui dévale une pente, ok, mais on joue à peine là aussi. Voilà, ce genre de séquence, il y en a beaucoup. C'est très impressionnant, c'est très spectaculaire, c'est très bien fait, mais soyons clairs, on joue très peu dans ce genre de truc. Donc voilà, et donc du coup, là vous avez compris la structure du jeu. Voilà, la structure du jeu est comme ça. Et quand vous voulez donc faire un petit peu d'exploration, comme je vous disais, ben, vous arrêtez du coup l'aventure principale, donc vous arrêtez de vouloir aller, on va dire, à votre prochain objectif, parce que le jeu c'est ça, vous avez toujours un objectif à aller à tel endroit, et vous y allez. C'est ça qu'on va toujours vous demander. Et quand vous voulez vous arrêter un petit peu, souffler un petit peu, eh ben vous regardez autour de vous et vous ramassez, comme je vous disais, toutes les conneries, tous les trucs que vous pouvez ramasser partout, les trucs à collectionner, les documents. Vous n'allez pas parler, les fameux documents, qui finalement sont assez intéressants. Je vous avais dit lors du direct live que c'était assez pourri et que je les lisais pas. Finalement, je me suis mis à les lire et disons qu'il y en a qui m'ont intéressé et d'autres non. Ça dépend des personnages, voilà. C'est selon les personnages. Certains, ça dépend. Ça dépend vraiment. Certains sont intéressants, d'autres sont pourris, tout simplement. Je peux également vous citer des objets qu'on va trouver et qu'on va pouvoir tourner. Ça m'a beaucoup fait penser à Resident Evil, du coup, puisqu'il faut les tourner dans un certain sens pour dévoiler une inscription cachée ou une connerie. Mais c'est très facile parce que la manette vibre dès qu'on le tourne dans le bon sens, ce qui nous permet de grappiller 10 points d'expérience supplémentaires, ce qui est complètement ridicule, mais c'est juste, on va dire, pour la forme. Je pense que c'est un clin d'œil aux anciens jeux comme Resident Evil, pour le coup. Voilà, écoutez, est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Je regarde ma petite feuille. Oui, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je vois qu'on va commencer à manquer de temps, donc là, il faut absolument que j'aille au principal. Ah! Pas de temps de chargement, ça c'est très important et c'est un bon point, vu qu'il n'y a pas beaucoup de bons points, parlons-en. Il n'y a quasiment pas de chargement. Alors je sais pas comment ils ont fait, sans déconner, c'est impressionnant. Des temps de chargement, je crois qu'il y en a qu'à 2 occasions, seulement 2 occasions. La première, c'est évidemment quand on crève. Et évidemment, ça c'est assez logique, vous crevez, il y a un chargement, vous reprenez le checkpoint juste avant. Ok. Le second, c'est les voyages rapides. Eh oui. Donc les voyages rapides, c'est ce qui nous permet de nous téléporter entre les différentes zones via les feux de camp. Des feux de camp, il y en a au moins une trentaine dans le jeu. Ça aussi, c'est un petit peu la facilité. Hein. Il faut trouver un feu de camp pour que Lara puisse se reposer et pouvoir augmenter, upgrader notre équipement ou acheter des nouveaux talents, des nouveaux skills de compétences. Et donc également se téléporter. On ne peut pas le faire dans tous les feux de camp, attention. Hein. Donc en tout, il y a une trentaine. Mais pour la téléportation, il y en a peut-être juste une dizaine. C'est juste uniquement pour téléporter dans les grandes zones. Bon, donc là, encore une fois, il y a un chargement, ce qui est normal. Mais sinon, il n'y en a pas. Donc encore une fois, très gros point fort
vous pouvez quasiment faire l'intégralité du jeu, même si pour en être sûr, il faudrait que je me refasse l'aventure au complet, ce que j'ai pas vraiment envie de faire, je dois dire. La replay value n'est pas vraiment au beau fixe avec ce Tomb Raider, j'ai pas envie de refaire le jeu, je peux vous le dire. Mais je pense que vous pouvez le faire d'une traite et qu'il n'y aurait pas de temps de chargement. C'est quand même vachement impressionnant. Vous vous rendez compte? Surtout pour un jeu qui est aussi rythmé et aussi scripté, et où il se passe quand même plein de trucs tout le temps. Ça explose tout le temps. Et il n'y a pas de chargement. Je sais pas comment ils ont fait. C'est peut-être justement dans les phases où il se passe pas grand chose, où Lara est en train de bouger dans une espèce de grotte où on peut que avancer pendant 1 minute, qu'il y a une espèce de temps de chargement camouflé qui se passe. Je sais pas comment ils ont fait, mais en tout cas, messieurs de chez Crystal Dynamics, applaudissements. C'est extrêmement rare. Moi je compare avec les jeux qui sont à côté, comme Resident Evil 6, toi, au hasard. Je veux dire, c'est voilà, c'est le jour et la nuit, quoi. RE6, c'est un temps de chargement toutes les 5 minutes. Mais et encore, je suis gentil, hein. Je suis gentil, je parle même pas du passage de porte tous les 20 mètres. Hein. Mais voilà, c'est fou. Je sais pas comment ils ont réussi. Incroyable, incroyable. Pas de temps de chargement dans ce jeu, c'est juste fou. C'est une prouesse technique, tout simplement. Mais laissez-moi quand même du coup revenir 2 secondes sur les voyages rapides. Parce que, à quoi ça sert? Donc, je viens de vous le dire, de se téléporter dans les différentes zones. À quoi ça sert une fois qu'on a déjà fait le jeu? Eh bien, c'est pour, si on veut justement, finir le jeu à 100%. C'est-à-dire qu'on revient dans les anciennes zones pour récupérer les reliques, les documents, etc., les géocaches, toutes les conneries, si on veut tout trouver et finir le jeu dans son intégralité. C'est le seul et unique intérêt de la chose. Il n'y en a pas d'autre. Hein. Bon. Mais là où c'est pas génial, et tout à l'heure je vous disais qu'on n'était pas dans un open world. Alors, ça c'est très important, donc je vais essayer de bien structurer mes propos. Hein. Vous le savez, on est sur une île. Donc cette île est différente et segmentée en zones. Du coup, vous allez me dire, mais pourquoi c'est pas un open world? Parce que il y a trop de zones qui sont linéaires et donc on ne peut pas aller à droite et à gauche. Et ce qui est vraiment dommage, outre ce point précis, c'est que très souvent, pour pas dire quasiment tout le temps, vous ne pourrez pas revenir en arrière naturellement, c'est-à-dire à pied. Ce qui se passe, c'est que quand Lara arrive dans une nouvelle zone, généralement il y a un éboulement juste derrière elle, et comme par hasard, hein, et donc elle peut pas revenir. Ou alors elle dégringole une pente et donc elle peut pas remonter, et du coup elle est obligée de rester dans la nouvelle zone. C'est ça qui est dommage aussi, parce que ça je trouve que il y a un problème d'immersion à cause de ça. Ça nuit à l'immersion, le fait qu'à chaque fois on est toujours keblo dans la zone précise où on est, on ne pourra pas revenir, sauf exception, mais généralement on ne le pourra pas. Et donc c'est à ça que servent les feux de camp dans lesquels nous proposerons parfois des voyages rapides pour pouvoir revenir dans les zones, parce que sinon on ne peut pas le faire à pied. Je voulais juste vous dire que je trouvais ça dommage qu'on ne puisse pas vraiment le faire à pied. Ça casse un petit peu l'immersion de la chose, et c'est un petit peu facile de faire en sorte que dès que Lara arrive dans un nouvel endroit, il y a un éboulement ou une connerie du genre, et du coup il ne peut plus revenir. J'ai trouvé ça très moyen, je pense qu'il y a une matière à faire quelque chose de mieux. De toute façon, globalement, je vous dis, j'aurais préféré un open world. Alors certes, on aurait eu moins de scripts, on aurait eu moins de séquences spectaculaires, c'est évident, mais je trouve que cette île se prêtait parfaitement à un open world, et vous avez peut-être vu les premières, les premières expériences de gameplay de ce reboot de Tomb Raider, hein, puisque ça s'est un petit peu déroulé comme RE4, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs concepts avant d'aboutir à ce dernier. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines, et à un moment, on peut voir une vidéo de plusieurs minutes où on voit Lara qui est à cheval, où c'est clairement un open world. Bon, c'est très moche parce qu'on voit bien que c'est une première version, c'est une bêta le truc, même une alpha. Mais voilà, on voit que Lara est à cheval. Fait, voilà. Je pense que moi, ça m'aurait plus plu d'être vraiment libre, totalement libre. Là, bon, certaines zones sont quand même assez grandes, comme je vous disais, la zone de la forêt, la zone de la plage, le bidonville, c'est des zones qui sont quand même assez grandes, mais il y a quelque chose qui va pas là-dedans. Il y a l'alchimie qui n'est pas complète pour moi, et c'est peut-être aussi pour ça que globalement l'aventure m'a pas, on va dire, ne m'a pas convaincu comme elle aurait pu me convaincre. Bon, un petit peu bizarre cette expression, mais bon. Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Bref. Bon, quoi d'autre? Je regarde ma petite fiche. Je vous ai dit le principal. Je vous ai pas trop parlé du gameplay, des gunfights, des armes. Donc on va faire ça. Mais là, voilà, je vous en ai pas trop parlé parce que c'est très classique. Les armes, qu'est-ce qu'on a? On a donc le fameux arc, qui est clairement la meilleure arme, parce que c'est la plus fun à utiliser, également c'est la plus puissante, donc c'est abusé. Ensuite on a le flingue, attention, flingue unique,
Lara n'a pas encore ses 2 guns accrochés de part et d'autre de sa ceinture. Mais à la fin du jeu, il y a un petit clin d'œil à ce sujet. J'en dirai pas plus, hein. Bon, c'est assez marrant. Disons qu'on sent bien que dans le prochain épisode, car je pense et j'espère qu'il y aura un autre épisode, donc un Tomb Raider 2 via ce reboot, hein, du coup, on sent du coup que dans le prochain, Lara aura ses 2 guns, vous inquiétez pas. Là, elle les a pas, là, elle en a qu'un. Hein. Jusqu'à la fin en tout cas. Donc classique, un fusil mitrailleur, un fusil d'assaut, le shotgun, et puis c'est tout. Ah, vous voyez, c'est pas beaucoup, elle n'a que 4 armes du coup, avec l'arc. C'est très peu. Donc tout ça, on va pouvoir l'améliorer. Bon, je vous en parle maintenant, allez hop. Donc on va pouvoir l'améliorer du coup avec les matériaux qu'on récupère un petit peu partout, vous l'avez vu dans le direct live. Grosso modo, tous les 30 mètres dans le jeu, vous avez une caisse, ou alors il faut faire brûler quelque chose, puisqu'on se sert beaucoup du feu dans ce jeu. Hein. Soit avec la torche, soit avec l'arc, une fois qu'on obtient la capacité de balancer des flèches enflammées. Oui, et donc d'ailleurs c'est ça que je n'avais pas compris dans le direct live. En fait, les flèches enflammées ne servent pas vraiment pour enflammer les ennemis, mais pour enflammer certains trucs du décor. C'est ça, voilà. C'est ça le truc. Parce que moi je comprenais pas. Je tirais sur des bonhommes avec une flèche enflammée, mais ils prenaient pas feu. Je me disais à quoi ça sert? Oui, ça sert pour résoudre des petites énigmes ou des choses comme ça. Voilà. Globalement, les énigmes, c'est de la physique. C'est avec le vent ou c'est avec le feu. Vous avez 2 éléments, le vent, le feu et la physique. Avec ça, vous vous démerdez pour résoudre toutes les énigmes. Et donc, je vous parlais des matériaux qu'on récupère. Tous les matériaux servent donc à upgrader vos armes. Bon, alors évidemment, les armes vont être du coup plus puissantes, avec moins de recul, plus de capacité de munitions dans le chargeur, ce genre de conneries. Pour le flingue, vous pourrez tirer une rafale de 3 balles avec le tir spécial. Pour le fusil d'assaut, vous aurez accès à un lance-grenade, totalement inutile d'ailleurs, j'en suis jamais servi, mais passons. Pour le shotgun, je sais même plus, je crois que c'est des cartouches explosifs, il me semble, mais j'en suis pas certain. Et pour l'arc, donc cartouche inflammable, vous l'avez vu dans le direct live, pas cartouche mais flèche plutôt, inflammable, vous l'avez vu. Et également flèche au napalm, carrément, ça rigole pas, donc flèche explosive par la suite. On s'en sert également très peu. Donc voilà grosso modo pour les matériaux. Et donc, à côté des matériaux, l'autre sorte d'upgrade du jeu donc, qui se passe avec les points d'expérience, c'est un petit peu la même chose. Donc vous avez vu quand on tue un ennemi, quand on résout une énigme, ou même juste en avançant normalement dans le fil de l'aventure, on va gagner de plus en plus d'expérience. Et cette expérience sert donc à acquérir des nouvelles capacités. Sauf que, et là je vais encore faire mon vieux con parce que pour moi il y a encore un souci, c'est que la plupart de ces talents, si on peut appeler ça ainsi, sont juste inutiles. Et ça, j'ai l'impression que c'est la nouvelle mode dans les jeux vidéo. Dans Far Cry 3, je vous l'avais pas dit, vous avez un petit peu parlé des talents mais sans plus, mais c'était la même chose, c'est-à-dire que la moitié, et encore je suis gentil parce que je devrais dire les 3/4, des talents sont inutiles. Dans Far Cry 3, les trucs du genre respirer plus longtemps sous l'eau alors qu'on va jamais sous l'eau, vous voyez, des trucs pas juste inutiles, et bien c'est la même chose dans Tomb Raider. Les 3/4 des talents sont inutiles. Avoir plus de munitions, que les ennemis droppent plus de munitions ou droppent plus de matériaux. Mais on s'en branle, on a déjà trop d'expérience, on nous donne déjà trop de matériaux. Vous voyez, c'est des trucs inutiles. Ce sont des points, on gagne des points de compétence qu'on doit attribuer à un talent, mais ce ne sont que des skills inutiles pour la plupart. Je pèse mes mots. Les seuls talents vraiment fun, et je dis même pas utile, hein, remarquez la nuance, je dis fun et je dis pas utile. Eh bien c'est les talents qui permettent en fait d'avoir des nouvelles skills d'attaque. En fait c'est les contre-attaques. Grosso modo, on esquive, et ça je vous montrerai de façon visuellement, hein. Vous esquivez l'attaque d'un ennemi, il y a une espèce de QTE qui s'enclenche, il faut juste appuyer sur Y au bon moment. Du coup on va faire genre on va lui planter une flèche dans le genou. Donc le mec il va se mettre à boiter, ce qui va nous permettre de lui faire un finish.
Voilà. Il y en a quelques autres comme ça, comme par exemple balancer de la poussière à un ennemi, ce qui va l'aveugler et ce qui va donc nous permettre forcément de l'avoir beaucoup plus facilement. Voilà, ça c'est très fun parce que c'est quelque chose qu'on voit visuellement et on voit que ça a été travaillé. Sauf que, et là je vais encore faire mon vieux con x2, vous allez dire, mais excusez-moi, tout ceci ne sert à rien. C'est-à-dire que ce qu'on appelle donc les esquives contre-attaques sont inutiles. C'est fun à faire, je dis pas qu'on s'en sert jamais, on s'en sert un petit peu surtout vers la fin quand on a affaire aux soldats samouraïs, mais chut, ça spoil. Même si je vais peut-être vous le montrer dans la vidéo, donc bon. Des espèces de soldats samouraïs qui nous attaquent avec des sabres, on leur fait une esquive, hop là, petite contre-attaque qui va bien, c'est sympa à faire, mais sans déconner, on est tellement déjà complètement overpower avec notre arsenal, notre fusil d'assaut, notre arc et tout, que ça ne sert à rien. C'est-à-dire que tous les ennemis, on peut tous les dégommer de loin. Absolument tous. Alors quel intérêt d'avoir fait cela? Eh bien je vais vous répondre, il n'y en a pas. Tout simplement, il n'y en a pas. Au moins dans Far Cry 3, les éliminations furtives étaient réellement utiles et fun à faire. Là c'est fun, mais c'est très peu utile. Voilà la différence. Voilà. Donc, pour conclure avec ces talents, pour moi, la plupart de ces talents, je vous l'ai dit, sont vraiment inutiles. Ils ont juste fait ça parce que c'est la mode. Parce qu'aujourd'hui, dans la plupart des jeux, il faut que les joueurs gagnent de l'expérience et puissent utiliser leur expérience en points pour acquérir des talents. Sauf que le problème, c'est que j'ai l'impression que dans la plupart des jeux, ces fameux talents ont une incidence minime sur le déroulement de l'aventure. Et ça me chagrine. Voyez-vous? Mais là encore, je vais vous dire un truc. Il y a une explication à ça. C'est que les mecs qui rushent, les mecs qui ne font qui ne vont rien ramasser, aucune caisse d'armes, eh bien, il faut que eux aussi puissent finir le jeu et avoir du fun. Donc du coup, c'est pour ça que tous ces talents en fait ne sont pas du tout prioritaires. On peut faire l'impasse sur tous ces talents. Vous pouvez finir le jeu sans avoir un seul de ces talents. Pourtant, il y en a au moins 25 ou 30 en tout, c'est beaucoup. Hein. Eh bien, je suis sûr qu'on peut finir le jeu sans en prendre un seul. Et là, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Et c'est un petit peu la même chose pour l'upgrade des armes d'ailleurs. Sérieux, l'upgrade des armes, bon je dis pas que ça sert pas du tout, ça sert un petit peu surtout de faire en sorte que les armes quand même soient plus puissantes. Mais sinon, ouais, bof. En fait, j'ai l'impression, pour vous dire vraiment le fond de ma pensée, qu'au départ, ils avaient dû prévoir des ennemis beaucoup plus coriaces à tuer, mais qu'au final, ils les ont pas implémenté. J'ai eu l'impression que c'était ça. Parce qu'à la fin on devient vraiment mais overpower. Encore je dis à la fin, mais dès la moitié du jeu, on est Rambo, comme je vous disais. Et donc, le truc c'est que jusqu'à la fin, j'attendais que les ennemis changent. Je me disais surtout qu'à un moment on a une petite cutscene dans laquelle on voit une espèce de... Je vais pas vous dévoiler le truc, mais enfin, on voit quelque chose. On voit un gros bonhomme, on va dire. Et là je me suis dit, oh putain. Et bientôt ils vont nous changer les ennemis, on aura ça à combattre, on sera obligé de faire les QTE, on sera obligé de faire les contre-attaques, là ça sera top. Mais ce moment n'arrive jamais. Jamais. J'étais persuadé qu'à la fin, il se passerait un truc de fou, qu'on allait aller dans un temple énorme, avec plein d'énigmes, avec des gros ennemis. Eh bien non, ceci n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Et même au niveau des boss... Je vais pas vous spoiler la fin du jeu, mais enfin, j'ai trouvé ça assez nul, autant vous le dire. Sinon, il y a une autre espèce de boss, et celui-là, par contre, je pense que je vous le mettrai parce que je l'ai capturé pour le coup. Donc, c'est le premier boss, c'est peut-être le seul boss finalement de Tomb Raider avec le boss de fin du jeu qui est en fait identique, sans vous spoiler. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, le boss que vous voyez là, cette espèce de gros barbu, et bien pour lui, par contre, vous êtes obligé, pour le tuer, on est obligé de faire des QTE, donc des attaques, esquives, contre-attaques en gros. Ah, d'ailleurs ce que vous voyez là, c'était lors de ma première prise une fois de plus, c'est pour ça que je me rate, hein. Vous allez voir, je me rate à 2 reprises sur le QTE, parce que je m'y attends pas en fait. Donc je me foire, et pourtant je crève pas, hein. Ça c'est encore le bon exemple, je rate le QTE 2 fois. Ceci est mon premier combat donc contre cette espèce de boss, si on peut dire, je ne meurs pas, je m'en sors indemne. Ça veut tout dire, hein, une fois de plus. Donc voilà, en tout cas au niveau des boss, vous avez compris, il n'y en a pas. Ou alors, juste ce que vous voyez là à l'écran, c'est le seul boss, avec le boss final,
qui est identique, c'est juste le skin qui a été changé. J'ai trouvé ça assez fou personnellement, à la limite du scandaleux. Mais bon, apparemment je suis le seul, donc je vais me la fermer une fois de plus. Je suis un vieux con, je suis un blasé, j'ai rien à dire, j'ai rien à dire. Bon, quoi vous dire d'autre? Là, il va vraiment falloir qu'on arrête, sinon je pourrais pas vous foutre la vidéo en HD. Ou alors je vais devoir couper la vidéo en deux parties, et je ne veux pas couper cette vidéo en deux parties. Ah! Encore un mauvais point! Je suis désolé. Le pire, c'est que j'ai bien aimé ce jeu, et je vous le recommande. Sans déconner, jouez-y, vous aurez du fun avec ce jeu. Ah, comme ça au moins je l'aurais dit. Hein. Bon. Donc, d'autres mauvais points. Alors, c'est la chasse et la survie. Et là, pour le coup, je pense que tout le monde ne peut être que d'accord avec les arguments que je vais donner. Pourquoi je vous parle de la survie? Parce que dès le début, la dev team, les développeurs, ont expliqué que la survie serait quelque chose de très important dans ce jeu, qu'il faudrait chasser pour se nourrir, sinon Lara crèvera. Alors là, mais j'ai envie de dire, mais bullshit, mais alors total. Mais total, c'est-à-dire que il n'y a même pas 1% de survie dans ce jeu. Il y en a 0%, ça n'existe pas. Il n'y a aucun aspect survie. Pas un. Il n'y a rien du tout. Nada, nada. Donc là encore, ce fait que les développeurs nous aient dit quelque chose au départ qui au final n'est pas intégré dans le jeu final, dans la release, ça veut dire qu'ils ne savaient pas vraiment où ils allaient. Ça veut dire clairement que le jeu il a été modifié régulièrement. Mais au final, moi je trouve ça dommage. J'aurais vraiment aimé qu'il y ait un aspect survie comme ça. On voit bien qu'il y avait le moyen de le faire. Et la chasse, elle englobe cet aspect survie. Parce qu'il n'y a pas de chasse en réalité. Il n'y en a quasiment pas. Et au début du jeu, on nous fait miroiter un aspect survie, un aspect chasse. Quand Lara tue son premier cerf, là, sa première biche. Et ensuite, il se passe plus rien du tout. Plus rien du tout. Vous allez croiser 3 sangliers, 2 loups dans la forêt, 2 cerfs un peu plus tard, c'est tout. Quelques oiseaux, quelques poulets, quelques rats, et c'est fini. Le terme sous-exploité n'a jamais aussi bien porté son nom que les animaux dans ce Tomb Raider. Le mot c'est sous-exploitation. Là clairement il s'est passé quelque chose pendant le développement. C'est évident que certains membres de la team voulaient mettre ça... voulaient que ça soit quelque chose d'important dans le jeu, la chasse avec l'aspect survie, et d'autres ne le voulaient pas. C'est évident qu'il y a eu un conflit interne avec ça, j'en mettrai ma main à couper. Il faudrait leur demander, hein. J'en sais rien, c'est que des hypothèses, hein. Mais j'en suis sûr, c'est obligé, c'est obligé. Aucun autre jeu ne propose un aspect chasse aussi peu évolué. Et pourtant ça fonctionne bien. Les cerfs sont bien faits, les sangliers et tout, mais malgré ça, ça sert à rien, il y en a quasiment pas. C'est incroyable, le mot c'est incroyable, je vous assure. Là alors c'est une déception, mais alors totale. La chasse. Oh, quelle déception. Quelle déception. Il y avait tant à faire à ce niveau-là. Il y avait tant à apporter aux joueurs via cet aspect survie et chasse. Ah, le mot c'est déception, tout simplement, déception. D'ailleurs, cet aspect donc survie et chasse qui est maintenant clôturé me permet de rebondir sur toute autre chose. Mais qui finalement... il y a tout de même un point commun, à savoir l'environnement du bois. Donc, dans le jeu, on va voir, je crois qu'il y en a 2 ou 3 petits environnements, donc une espèce de forêt. Mais c'est pas la forêt ouverte dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est une forêt vraiment, t'as l'impression que c'est du genre... une forêt, c'est un carré en fait. Voilà, c'est une espèce de forêt fermée de toutes parts. Extrêmement jolie. De toute façon, la technique, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais alors là, cette forêt, je crois que je n'avais jamais vu une forêt aussi bien faite. Un bois aussi bien réalisé. On s'y croirait. Vraiment, mais alors c'est splendide, c'est grandiose. Réellement, hein, ça te décalque la rétine en 8. Les teintes de couleurs utilisées, les rayons du soleil qui passent entre les feuilles, tout ça. Waouh, on est bouche bée. On est bouche bée devant tant de maîtrise, l'utilisation des sources de lumière. Je sais pas, et même le côté artistique, qui est pourtant assez classique, mais tout de même, la direction artistique de ce jeu est de haute volée. Réellement, hein. C'est juste réussi.
réellement réussi. Et en plus de ça, on a un cycle jour-nuit. Alors, c'est pas un cycle jour-nuit traditionnel, c'est-à-dire que le cycle jour-nuit ne va pas se faire en temps réel, en direct, mais il va se faire en fait dans la continuité du jeu. C'est-à-dire qu'au début, quand on commence l'aventure, le soleil se lève. Ensuite, on va continuer, le soleil va être évidemment au zénith. Et vers la fin, le soleil va se coucher. Et quand on sera dans le dernier quart du jeu, il fera nuit en fait. Donc voilà, il y a un cycle. C'est un petit peu comme si Lara passait une journée entière, une journée et une nuit entière sur l'île. C'est un peu comme ça. Mais là où ça devient un petit peu plus intéressant, c'est que vers la fin, quand on a fini l'aventure et que donc on veut terminer le jeu à 100%, et quand on va donc utiliser les voyages rapides pour revenir dans les différents environnements, eh bien ça sera aléatoire. C'est-à-dire qu'on peut voir tous les environnements et on peut uniquement le voir à ce moment-là. On va pouvoir revisiter toutes les zones, eh bien soit de nuit, soit au crépuscule, soit en plein jour. Et croyez-moi que ça change vraiment, c'est là où on se rend compte quand même du boulot qui a été fourni au niveau de la colorisation en tout cas, c'est qu'il y a vraiment une grosse différence au niveau visuel. Sans déconner. Visiter une même zone de jour, de nuit, le crépuscule, le lever de soleil, c'est vraiment différent. C'est là qu'on se rend compte de la maîtrise des sources de lumière. Du grand art, ou presque. Mais bref, où en étais-je Oui, et donc ce bois, que je vous montrerai certainement à l'écran, donc qui est magnifique et tout, mais qui est tout de même assez petit finalement, je me suis dit, ouh là 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 là, plus tard, on risque d'avoir des environnements immenses avec d'autres animaux qui vont arriver, qui vont nous attaquer et tout, et ça va être génial. Et ce moment-là, je l'ai attendu jusqu'à la fin, et il n'a jamais eu lieu. Jamais. Ça aussi, c'est l'un des points qui me fait dire qu'il y a eu un conflit interne, parce que c'est pas normal qu'on ait une zone comme ça dès le début, et qu'ensuite, plus jamais, on a ce genre de zone. Plus du tout. Moi, je m'étais dit que c'était une espèce de mini-hub, une mini-forêt, un espèce de tutoriel pour l'immense forêt qui viendra dans 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 heures. J'étais persuadé qu'à un moment ou à un autre, on aurait une zone immense de chasse avec l'aspect survie. Ça ne vient jamais, ça n'arrive jamais. Grosse, grosse, grosse déception. L'une de mes plus grosses déceptions, parce que j'étais persuadé, et ce jusqu'à quasiment la fin, jusqu'à ce que je me rende compte que ça n'arriverait pas, mais j'étais vraiment persuadé pendant un long moment qu'on aurait une grosse, grosse zone. Surtout que sur la carte, sur la map, je m'étais dit, ou à mon avis, là il y aura un gros truc, et finalement c'est un truc qu'on ne peut même pas visiter, quoi. C'est-à-dire que même sur la carte, sur l'île, vous avez des parties de l'île que vous n'allez jamais visiter. Du tout. Je sais pas, peut-être qu'ils ont été pressés par le temps, qu'ils n'ont pas pu modéliser certaines parties de l'île. Je sais pas comment ils ont goupillé ça, mais à mon avis, là aussi, il y a eu un problème quelque part. En tout cas, voilà, je voulais vous mentionner tout ceci, parce qu'une fois de plus, déception. Le mot, c'est déception. Tout ce que je viens de vous nommer, là, déception. Alors ensuite, on essaie de se dépêcher. Qu'est-ce que j'ai... Ah, un bon point pour le coup, tiens. Quelque chose que j'ai aimé dans le gameplay, donc c'est l'arc grappin. Je vous en ai déjà parlé. Et puis vous l'avez certainement vu à l'écran. Donc vous savez, Lara a donc son fameux arc qui sert aussi de grappin pour créer des cordes, pour tirer des choses. Ça marche très bien. La physique est très bien rendue quand on tire des objets et tout. Là, il n'y a rien à dire, c'est parfait, c'est une très bonne nouveauté. Gardez-le pour le prochain Tomb Raider, j'ai envie de dire, parce que vraiment, j'ai adoré. J'ai super kiffé ce machin-là, c'est tip top. L'idée des tyroliennes également, c'est génial. Donc on peut y grimper, on peut également les descendre plus vite. À un moment, on aura une espèce d'appareil qui permettra d'aller plus vite sur ces fameuses tyroliennes. C'est génial. Le piolet, je vous en ai pas parlé, c'est génial également. Ça permet de se la jouer à la Stallone dans Cliffhanger, c'est génial. Bon, Lara est peut-être un petit peu trop agile, on est un petit peu trop assisté, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment rien à faire à part appuyer sur un bouton pour que le piolet s'agrippe à la paroi de granit, et ensuite ça y est. Enfin, il suffit juste en fait de déplacer le curseur et elle avancera toute seule, je veux dire. On n'est pas dans Tintin au Tibet, hein. Non, non, ça n'a rien à voir. Hein. Pour ceux qui se souviennent de la fameuse scène d'escalade avec la corde entre Tintin et Haddock dans Tintin au Tibet sur Super NES, qui est un véritable calvaire. L'un des pires moments de jeux vidéo ever, c'est injouable. Là, vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir, c'est complètement assisté, mais c'est tellement bien fait. Et puis c'est tellement grisant de sauter comme ça un petit peu dans le vide et de se raccrocher à la paroi, même si c'est facile à faire, ça reste grisant. Et avec cette animation
Et ça aussi, on va y venir, vous inquiétez pas, il y a des bons points aussi dans ce jeu, et bien sûr, encore une fois, le jeu est excellent. Vous voulez que je le dise? Je le dis, le jeu est excellent, jouez-y. Jouez-y, vous le regretterez certainement pas. Par contre, ne cherchez pas le challenge. Ça, je vous le dis. Si votre kiff, c'est d'avoir du challenge dans un jeu, là, vous serez déçu. Mais dans le cas contraire, si vous souhaitez juste passer un bon moment, ça va vous plaire. Sincèrement. Non, non, c'est loin d'être bâclé. Très, 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 très loin d'être bâclé. Et oui, et donc, ce fameux piolet, ben, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré comme ça grimper sur les parois, escalade. On peut, si on va aller plus vite, on peut sauter puis se ragripper avec le piolet. C'est très bien fait. Animation Lara de psychopathe. Certainement la meilleure animation qu'on peut faire pour ce genre de choses. Et c'est génial tout simplement. Voilà. De façon globale, moi j'ai adoré le gameplay. Hein. Ah oui, là pour le coup, je vais pas vous dire que je préfère le gameplay, c'est-à-dire le maniement pur de Lara de 96. Non, non, là faut pas déconner. Pas déconner. Non. Je ne dirais pas ça. Je suis nostalgique, mais il y a des limites à tout, hein. Non, je préfère ce gameplay de Lara qui est très vif, très nerveux, très rapide. On fait tout très vite, on fait, voilà, on le voit bien, hein, vous le voyez bien à l'écran depuis le début. Non, c'est tip top. Là, c'est vraiment tip top. Il faut qu'il garde ça, c'est une réussite totale. Voilà. Un peu trop assisté, c'est le seul point qui me chagrine, un petit peu trop assisté dans certaines situations, mais sinon, l'animation est exceptionnel, il n'y a rien à dire. Bon. Ensuite, qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Justement, donc le point technique et tout, bon. Écoutez, on va pas y passer 10 minutes sur la technique. Oui, le jeu est magnifique. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Vous avez des yeux. Il y a une très grande distance d'affichage. Il y a des très bons effets visuels avec le soleil, les différentes sources d'éclairage, les animations de Lara, je viens de vous le dire. Non, tout ça vraiment, c'est c'est un peu le perfect. Hein. Ouais, c'est un peu le perfect. Même la mer sur la plage de sable, on sait que la mer c'est quelque chose, enfin la mer, l'eau en tout cas, c'est quelque chose de difficile à faire et la mer est bien faite. Il y a des vagues, c'est pas une mer plate, il y a des vagues et tout. Par contre, Lara ne peut pas nager, attention. Elle n'a pas encore appris à nager, ce qui est un petit peu étrange. Bon, j'ose espérer que dans les futurs Tomb Raider, elle aura appris quand même. Ce serait, je serais un petit peu déçu si elle ne sait plus du tout nager à jamais, quoi. Moi, ça me, non. Ça me chiffonnerait un petit peu, ça me rendrait un petit peu chafouin, j'ai envie de dire. Alors j'espère que dans le prochain épisode, elle pourra nager. Parce que là, en gros, dès qu'elle tombe à l'eau, elle se cogne contre des récifs et puis elle se noie. Hein. C'est ça qui se passe. Ça c'est marrant. L'une des nombreuses morts scriptées de notre chère Lara. Donc oui, techniquement c'est une claque. On peut dire c'est une claque. Des panoramas. Les panoramas. Vous savez que moi je suis assez friand de ça. J'en ai souvent parlé dans divers jeux. Et là, c'est peut-être les plus beaux panoramas que j'ai vus. Pourtant, il y avait fort à faire. Hein. Dans Red Dead Redemption, il y avait des panoramas de ouf. Et même dans d'autres jeux que j'ai pu vous proposer, comme Gears of War 3, des trucs comme ça. Mais là, c'est peut-être même encore supérieur. Je crois qu'on est encore le palier un petit peu au-dessus, quoi. Et vous l'avez vu. Je vous en ai forcément montré beaucoup. Oh, incroyable. Incroyable. Et en plus de ça, c'est, comment dire, c'est des panoramas, mais même dans une même zone, vous allez aller à un endroit différent, vous aurez un panorama différent, quoi. C'est vraiment, non, c'est très impressionnant. C'est un jeu qui m'a impressionné. Visuellement, techniquement, je vous le dis, il m'a impressionné. Wow. Et pourtant, je l'ai fait sur 360. Sur PC, il est encore plus joli. Hein. Très bon. Très, 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 très bon. Le design de Lara, j'en ai pas parlé. Là aussi, très réussi. Il n'y a rien d'autre à dire. Bon, c'est une Lara qui est différente de celle que l'on connaît. Disons qu'elle a des proportions plus humaines. Mais soyons clairs, ils étaient obligés de faire ça. C'est-à-dire que s'ils avaient aujourd'hui repris dans ce jeu comment dire, les proportions, c'est-à-dire le tour de poitrine et tout, de la Lara d'origine, ça aurait fait ridicule, vraiment. C'est-à-dire ça aurait été un nanar. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils étaient obligés de faire un personnage beaucoup plus humain, beaucoup plus réaliste. Bon, et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. C'est-à-dire que Lara, je pense que la Lara Croft dans le temps a fait son temps. C'est marrant ça. La Lara Croft dans le temps a fait son temps. Mais quel talent de calembour ce Hooper. Quel comique. Voilà, c'est-à-dire qu'à l'époque c'était du jamais vu, c'était tout nouveau, c'était incroyable, c'était un phénomène de voir une héroïne de jeu vidéo comme ça.
Aujourd'hui, je pense que c'est plus possible de faire ça. Donc ils ont bien fait de la modifier complètement pour ce reboot. C'était ce qu'il fallait faire. C'était la solution. Et puis elle est réussie en plus. Elle est mignonne comme ça, comme elle est. Oh, et puis elle ne peut qu'évoluer. Hein. Dans les prochains épisodes, elle a forcément évolué. Un petit peu physiquement, mais également évidemment psychologiquement, mentalement. Donc non, il y a un coup à jouer avec ça. Hein. Le truc c'est que depuis le début de cette vidéo, vous avez peut-être l'impression que je ne fais que démonter ce jeu. Parce que c'est vrai qu'il m'a un petit peu déçu sur pas mal d'aspects. Mais finalement, il m'a déçu, mais comme beaucoup de jeux AAA aujourd'hui peuvent me décevoir. C'est-à-dire c'est juste sur l'accessibilité. C'est surtout ça en réalité. Sinon le jeu est très réussi. Pour un jeu actuel, certainement l'un des meilleurs jeux actuels qui soit sorti dans son genre. Clairement, faut être clair avec ça. Je le dis, je le redis. C'est pour ça que moi je vous le conseille ce jeu. Bon, et pour moi, en ce qui me concerne, ça sera jamais un grand jeu. Ça peut pas être un grand jeu. Il y a trop de facilité. Trop de facilité. Je veux que les développeurs arrêtent de prendre les joueurs actuels pour des incapables. Tant qu'ils ne le feront pas, je démonterai ce genre de jeu. Qu'il soit bien ou pas bien. Je les démonterai. Ça, il faut que ça soit clair pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais jeu, mais je les démonterai quand même. Tenez, j'y pense juste là. Un autre aspect de l'accessibilité à outrance. Lara se met accroupie automatiquement dès qu'on entre dans une zone à ennemis. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ce qui veut dire qu'ensuite, pour se mettre à couvert, le système de couverture, c'est automatique. Il suffit juste de s'approcher d'une caisse ou d'un truc, elle se mettra à couvert automatiquement. Bon. De l'autre côté, je me dis, de toute façon, si ça n'avait pas été ça, j'aurais dû appuyer sur un bouton ou orienter le joystick. C'est pas plus grave. Par contre, là où ça devient comique, et où ça devient ridicule, et où ça devient anormal, c'est que régulièrement, et ça m'est arrivé une bonne dizaine de fois, on voit pas d'ennemis à l'écran, on n'entend rien, et Lara se met accroupie. Et à ce moment-là, forcément, on se dit, ah, ben, il doit y avoir des ennemis pas loin. Et ça casse tout le truc. On n'a plus la surprise de se faire surprendre par quoi que ce soit. Parce qu'on sait qu'avant même de voir des ennemis, eh bien Lara se mettra accroupie. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est normal? Vous trouvez ça normal, vous? Non, c'est pas normal. Et ça m'est arrivé une bonne, minimum, une dizaine de fois. Il se passe rien à l'écran. Lara se met accroupie, je me dis, oula, attention, faut que je fasse attention, il y a des ennemis. Même si les ennemis sont totalement inoffensifs en règle générale, ils nous préviennent avant, ils nous avertissent avant. Non. Eh oui, non. 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 Et encore non. Tout simplement. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Je crois qu'on va s'arrêter là, on doit arrêter la vidéo. Bon, j'ai noté quelques autres petits trucs, mais c'est que des conneries. J'avais noté les QTE à la Heavy Rain. C'est vrai, mais ça, soyons clairs, là, je chipote parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Au début, on nous fait croire qu'il y en aura pas mal, ça m'a fait peur, mais non. Qu'est-ce que j'appelle QTE à la Heavy Rain? Ben, c'est les QTE, en fait, qu'on ne peut pas rater. C'est-à-dire, c'est les QTE. Il faut, par exemple, appuyer à la chaîne sur un bouton ou orienter le joystick plusieurs fois dans la même direction. Mais tu n'es pas timé, donc tu as tout le temps que tu veux. Et donc du coup on peut s'amuser à faire plusieurs pressions, puis on s'arrête, puis on réappuie, et voilà, et ça peut donner des positions un petit peu bizarres à notre Lara. Donc disons que c'est pas un problème, mais je trouve juste ça ridicule, ce genre de QTE. Moi je ne comprends pas l'intérêt de ce genre de choses. C'est appuyer pendant 10 secondes à la chaîne sur X, ça n'a ludiquement, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Aucune. Bon, je vous ai pas parlé du multi, j'ai rien à dire, j'ai joué 1 à 2 heures. C'est du multi classique, c'est-à-dire c'est du deathmatch dans des arènes, tout le monde doit se foutre sur la gueule. C'est très classique, mais j'ai pas assez joué pour vraiment donner un avis, ça m'a pas très intéressé. Par contre, bien sûr, il n'y a pas de coop, hein. Donc l'aventure, elle se fait seule. Le multi, c'est que vraiment pam pam boum boum dans des maps, attention. Hein. Bon, je crois que j'ai tout dit. Ne croyez pas que j'ai démonté ce jeu par plaisir ou parce que je voulais le faire. Non, c'est juste mon ressenti, une fois de plus, c'est juste mon ressenti, croyez-le. Et encore une fois, pour moi il est réellement bon ce jeu. Ce titre est réellement bon. Et je suis très content de ce reboot de Tomb Raider. Malgré tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo, je suis très content
de ce renouveau. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux ça plutôt que la licence sombre dans l'oubli ou le médiocre, c'est-à-dire qu'elle soit reprise par je sais pas qui est en face de la grosse caca. Non, ça c'est un bon jeu. Ça c'est un jeu qui peut aboutir, on va dire, sur le renouveau de la licence, mais vraiment un bon renouveau. Ok, j'ai pas été totalement convaincu par ce premier épisode du renouveau, mais je pense que la suite, car logiquement on aura des suites si le succès est au rendez-vous, même si là aux dernières nouvelles Square Enix nous explique qu'ils sont pas contents des ventes alors qu'il s'en est vendu au moins apparemment, hein, d'après les chiffres, 3,5 millions. Ça veut dire que c'est un jeu qui va certainement faire au moins 5 millions au final, et il nous explique que c'est pas rentable. Donc là je comprends plus moi. Moi on m'a toujours appris qu'un jeu qui se vend 5 millions, même si c'est un gros jeu triple A qui a coûté beaucoup de pognon, à part s'il s'appelle GTA et qui coûte 100 millions, ok, mais sinon on m'a toujours appris que les jeux étaient rentables déjà à partir de 2-3 millions quoi. Donc 5 millions de ventes, il nous explique que c'est un fiasco, je ne comprends pas. Non, je comprends pas. Les précédents Tomb Raider, Underworld et compagnie, je crois qu'ils avaient fait qu'un million à peine. Hein. C'était ridicule. Hein. Donc là, il est déjà à 3,5 millions et Square Enix nous explique que c'est pas bien. Qu'ils sont en faillite. Que le président a dû démissionner. Vous vous foutez de notre gueule ou quoi? Attendez, si l'autre il a démissionné, on sait très bien pourquoi. Hein. FF14 FF14 Attends, bien sûr, FF14 les mecs. Hein. Oh, les MMO, c'est ce qu'il y a de plus cher à développer. Ils se sont plantés, mais je sais pas comment on peut se planter comme ça, quoi. C'est-à-dire que même s'ils avaient voulu se planter, ils auraient pas pu mieux le faire que ça. FF14, quoi. Le fiasco du siècle. Le jeu qui a dû coûter un bras à produire, que personne n'a acheté, qu'ils ont carrément tout stoppé, ils ont dit on va le refaire. Donc en fait, ils ont payé une deuxième fois, ils ont payé 2 MMO, ils ont banqué 2 fois pour faire un jeu pourri. Ah, extraordinaire. Extraordinaire, magnifique gestion de la société. Ah là, il y a rien à dire. Hein. Si tu voulais les mettre en faillite, je crois que tu pouvais pas mieux t'y prendre, mec. Non seulement il flingue la licence des FF, et il flingue en même temps Square Enix, avec un seul jeu. Attendez, mais c'est un champion du monde, quoi. Champion du monde. Un champion du monde, quoi. Il existe. Enfin, c'est pas le sujet, hein. C'est pas le sujet, vous allez me dire. Certes. Donc oui, donc comme je vous disais, je suis très content de ce reboot parce qu'on peut aboutir à quelque chose de vraiment sympa. Et moi j'ai bon espoir, figurez-vous, pour le futur de cette licence. Je pense que dans le futur, ça peut être vraiment bien. Après, bon, je vais pas non plus me la jouer à la Madame Soleil, mais je pense que ils sont plutôt sur une bonne voie. C'est ça que je veux dire. Ils sont plutôt sur une bonne voie. Après, je regrette aussi tout de même le manque d'originalité de l'ensemble, je veux dire, parce que ça, c'est un jeu qui reprend des éléments qu'on retrouve depuis 2-3 ans dans tous les gros blockbusters. Donc les points de talent, l'expérience, les matériaux, en fait tout quoi, le système de combat, fait tout. J'ai rien vu d'original en fait dans ce jeu. C'est que du revu. Pourquoi c'est dommage? Parce que le jeu c'est Tomb Raider. C'est censé être un reboot de Tomb Raider. Est-ce qu'ils étaient obligés de reprendre tous les meilleurs éléments des jeux à côté? Moi j'aurais préféré quelque chose de vraiment original. Un vrai souffle nouveau. Quelque chose de réellement nouveau mais c'est du jamais vu. Et là on aurait dit ah ouais Tomb Raider, ah ouais il est tout nouveau, t'as vu ça? Et on aurait pu dire ah les jeux ils vont copier Tomb Raider maintenant. Oui sauf que non. Ben non vu que c'est Tomb Raider qui a copié tous les jeux qui sont à côté. Voilà, ça je regrette. Je regrette. Il y avait peut-être une occasion à saisir ici pour avoir quelque chose de réellement original, du jamais vu, et ce n'est pas le cas. C'est de la redite. Alors certes, c'est très bien fait, tout est très bien fait, mais ça reste de la redite. Voilà. Écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. Déjà là, je suis à la limite de devoir scinder la vidéo. J'ai pas parlé de tout et tout ça, mais je pense que vous pouvez vous faire votre avis. Moi, je vous conseille ce jeu, sincèrement, je vous conseille ce jeu, ne serait-ce que pour ses décors magnifiques, ces panoramas magnifiques, le fait de tout de même de jouer avec Lara Croft, c'est pas n'importe quoi, surtout que c'est très plaisant, son gameplay est génial, c'est très vif, ça se manie parfaitement. Ce que je regrette, c'est tout de même cet aspect trop facile, un petit peu trop hollywoodien, ils veulent trop en faire, des séquences de poursuite, des séquences où elle s'accroche, c'est... Moi je préfère quand c'est un peu plus calme finalement, et on est moins assisté, vous voyez.
C'est pour ça qu'un open world, ça m'aurait peut-être plus convenu à moi. C'est ça que je veux dire. Là, c'est un petit peu too much, je trouve. Un petit peu too much. Par contre, l'ambiance est très bonne. J'ai adoré l'ambiance globale, l'ambiance de l'île, l'ambiance... Vous voyez, l'univers, c'est réussi tout ça. Ça, j'ai bien aimé. On est loin de Far Cry. C'est pas parce qu'on est sur une île que c'est forcément une île paradisiaque à la Far Cry. Non, ça n'a rien à voir. Ça serait plutôt une île à la King Kong. D'ailleurs, il y a... Oui, une île à la King Kong, oui. Ouais, j'aime bien cette référence. Une île à la Lost. Voilà. C'est un mix entre King Kong et Lost. Et là, vous avez un bon aperçu. C'est beaucoup plus sombre. Il pleut, le ciel est souvent assez grisâtre, donc... Ouais, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. D'ailleurs, ça m'a également fait penser à Resident Evil 4, pour tout vous dire. La structure du jeu. Le fait de comment on avance et tout, ou... Je sais pas, les dialogues aussi. Tout à l'heure, je vous parlais de Lord Sadler. C'est peut-être pour ça, je sais pas. Mais à plusieurs reprises, je me suis dit, putain, la vache, ça me fait penser à Resident Evil 4, dis donc. Wow, incroyable. Pourtant, RE4, ben, j'avais complètement adoré. Alors, c'est vrai que c'était en 2005. C'était pas la même époque. Mais ouais, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait penser à RE4, dis donc, dans ce jeu. Enfin bref, voilà, écoutez, donc on s'arrête là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vois bien que je suis parti une fois de plus un peu dans tous les sens, que j'ai été peut-être un petit peu trop méchant avec ce titre. Il méritait pas ça. J'ai l'impression que j'ai quand même été un petit peu trop méchant, que j'ai trop accentué les défauts. Défauts que je pense véritablement au plus profond de moi-même. Mais, encore une fois, c'est réellement un bon jeu. Il faut quand même le savoir, c'est réellement un bon jeu. Je vous le conseille, sincèrement, je vous le conseille. Vous passerez certainement un bon moment. Et puis voilà, vous verrez si vous, ça vous gêne ou pas, cette accessibilité à outrance. Est-ce que vous, ça vous gêne ou pas? Je pense que c'est à vous, c'est vous seul qui pouvez le dire. Moi, ça m'a gêné, sincèrement, ça m'a gêné. Trop pris par la main. À force de trop être pris par la main, eh bien, ça finit en eau de boudin. Ah, je sais pas d'où c'est sorti ça. Ça finit en eau de boudin. Ah, pas mal. Je crois qu'on va se laisser sur ça, dis donc. Mais écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires sous la vidéo. Une chose est sûre, le Tomb Raider d'antan, c'est fini. C'est terminé. Faut se faire une raison. C'est pas plus mal, hein, je dis ça, mais c'est pas plus mal. Comme je vous disais, il fallait de toute façon un changement. Il fallait un moyen de relancer la série. C'est chose faite, pour le meilleur, comme pour le pire. Tomb Raider est mort. Vive Tomb Raider. Stay inside. Maybe you'll find someone else to help you. Maybe Black Mesa. That was a joke.